Bonjour à tous. Je vais vous présenter nos invités du débat que nous co-modérons avec Agnès de Sacy, chacun un bout. Il y a un petit côté merci Bernard, comme ça, non, à co-modérer à deux. Donc Laurette Polmans, scénariste, diplômée réalisation de la FEMIS, et depuis quelque temps tu as plutôt fait le choix de l'écriture, et notamment tu as adapté Un amour impossible, avec Catherine, tu as adapté le roman de Christine Angot avec Catherine Corsini, film qui est sorti l'an dernier. Thibaut Braque, programmateur, notamment pour le Festival d'Angers, qui a une politique assez particulière vis-à-vis de l'écriture, puisque les lectures de premiers longs métrages, des scénarios de premiers longs métrages étaient un des événements phares. Donc tu as aussi collaboré à la programmation d'autres festivals à l'international, donc tu as un rapport large à l'écriture. Anne-Louise Trividic, scénariste. Tu as entre autres, évidemment, tu as une collaboration exemplaire avec Patrice Chéreau, dont nous reparlerons. Mais aussi plus récemment avec Nicolas Saada pour Thanksgiving, une mini-série Arte. Xavier Le Herper, critique cinéma multimédia, télé, radio, blog. Non, pas blog, pardon, excuse-moi. Mais bon, le masque et la plume. Il faut arrêter le mauvais. Oui, c'est ça. Il faut indiquer la menace. Non, mais Canal, Le masque et la plume, La 7e obsession, Le Nouvel Obs, tout ça. Guillaume Laurent, qui a notamment écrit la plupart des grands films de Jean-Pierre Jeunet et beaucoup d'autres récemment, et qui a un film qui sort mercredi prochain, c'est ça ? Donc une adaptation que Sampé t'a confié, Raoul Taburin, dont on parlera. Agnès, à toi. Okay, ouais. Et il manque Gérard Lefort qui devrait pas tarder. S'il est dans la salle, il est temps qu'il se lève. Gérard. Alors, pour commencer, je voulais vous lire un petit texte pour introduire le débat. Voilà. Une des raisons de notre crise est due au fait qu'il y a eu une très longue période pendant laquelle les scénaristes ont été, pour ainsi dire, oubliés par la critique. Ceux qui ont écrit des livres et des histoires du cinéma ont totalement laissé de côté la fonction et la place des écrivains de cinéma. Ça commence un peu à changer, peut-être au moment où, paradoxalement, le cinéma est fragilisé. La critique a pris conscience que quelque chose a été oublié ou mal compris, mais je crois que c'est un peu tard. Voilà. Alors, sur ce constat, je vous laisse deviner. Il se trouve que ces propos, je les ai trouvés dans un entretien de Age Scarpelli, qui est avec Furio Scarpelli, un des grands auteurs de la comédie à l'italienne. Donc, cet entretien date des années 80, mais il parle essentiellement de son travail, c'est-à-dire donc un des auteurs de La Grande Guerre, Le Pigeon, Nous nous sommes tant aimés, Macaroni, et puis Les Totos. Donc, c'est un moment, on va dire, exemplaire à la fois dans l'histoire du cinéma et évidemment dans la place des scénaristes qui ont été essentiels à la construction de ce temps-là de l'histoire du cinéma. J'ai été évidemment frappée par l'actualité, le sentiment qu'il était dans la pièce d'à côté. Tout d'un coup, je me suis dit, mais Adjé, sors d'ici, viens me parler. C'est pas possible qu'on ait le même sentiment 30 ans, 40 ans après. Alors évidemment, c'est un peu polémique. On va en parler avec Xavier, qui a la gentillesse de venir défendre le côté de la critique. Mais je vais poursuivre le texte, maintenant que je vous ai dit de qui il s'agit, et ensuite je laisserai la parole. Parce que moi, j'ai trouvé ça tellement passionnant que j'ai envie de le partager avec vous. Avec la grande période de la comédie à l'italienne, il y a eu un grand moment pour les acteurs et pour les metteurs en scène, qui ont acquis une grande notoriété, tandis que dans la même période, les scénaristes restaient à peine connus. Cela a produit une situation étrange. Les jeunes de la génération suivante, qui s'intéressaient au cinéma, voulaient devenir metteurs en scène et rien d'autre. Il n'y a pas eu de poussée de nouveaux talents, personne ne pensait à se sacrifier pour inventer une histoire, l'écrire et peut-être aussi rester toujours dans l'ombre. Voilà. Bon, c'est pas nous qui le disons, petits scénaristes français, mal aimés, etc. Donc voilà. Donc à partir de là, le débat est lancé. Et si vous voulez, je poursuis, mais j'ai peur que ce soit long. Je peux poursuivre avec les propos d'un autre scénariste italien
qui est Tony Nogueira, qui est, je peux dire, je ne sais pas si on peut aimer un homme qu'on n'a jamais rencontré et qui est mort, mais si c'est le cas, en tout cas, c'est l'homme que j'aime. Qui écrit dans un autre entretien, avec la même, d'ailleurs, dans le même recueil que je vous recommande, qui s'appelle Les scénaristes italiens de Marie-Christine Kesterberg, qui dit plutôt, mais c'est écrit, scénariste, c'est un métier qui n'est considéré par personne parce que c'est un métier très humiliant. En effet, personne ne sait ce que c'est qu'un scénariste. Et c'est peut-être là la clé. Ça, pardon, parenthèse, c'est moi qui dis. En ce qui me concerne, il croit que je fais les scènes. Il me demande qu'est-ce que c'est les scènes, d'où viennent les paroles au cinéma. Certains pensent que l'auteur est le metteur en scène, car c'est lui qui donne le style. On en parlait dans la précédente table ronde. Voilà. Peut-être, dit Tony Nogueira, mais le problème de fond est celui-ci. Quoi qu'il en soit, le scénariste doit avoir un espace. Et ce devrait être aux critiques et aux historiens de faire en sorte que les scénaristes puissent avoir cet espace. Comme ils ont lutté à l'époque pour que les metteurs en scène aient le leur, parce qu'avant les acteurs occupaient tout l'espace, les scénaristes devraient avoir un droit de présence. Je trouve que c'était une belle formule, un droit de présence. C'est autre chose que les projecteurs, etc. Un droit de présence, je trouve ça très important. Et il ajoute, car le scénario, c'est tout un travail, et rien. Et comme le cinéma est une affaire pyramidale, le scénariste est quelqu'un qui est à l'intérieur de la pyramide. Voilà, je trouve aussi la formule très belle, donc je vous la livre. Je trouve ça beau, quelqu'un qui est à l'intérieur de la pyramide, c'est-à-dire qui connaît les secrets de la construction. Maintenant, qui va lui demander les secrets? Qui va l'interroger? Voici la question. Olivier, je te laisse lancer le débat. Oui, parce que donc, toutes ces tables rondes se sont construites encore une fois sur le rapport qui a été édité. Il s'agit d'essayer de décortiquer les ombres et les lumières de la reconnaissance des scénaristes. Il y a des choses qui sont faites, il y a des éclairages qui sont portés, mais néanmoins les témoignages des scénaristes sont un peu effrayants dans ce qu'ils disent, c'est-à-dire certains parlent d'éclipse entre le dernier mot écrit et la sortie du film. Parfois même on a une éclipse entre le dernier mot écrit et le premier mot écrit du film d'après. De parties honteuses du cinéma, de comme parties ingrates, de cousins éloignés qu'on n'invite pas à une table, comme s'il était un peu gênant, comme s'il ne savait pas se tenir, ou peut-être comme s'il avait un secret de famille un peu gênant de la fabrication d'un film. C'est des témoignages qui nous sont arrivés. Donc on va essayer de décortiquer tout ça. Mais est-ce que quelqu'un parmi vous a vu le moment où le scénariste a disparu du tableau dans vos expériences? C'est-à-dire, est-ce que c'était déjà accompli, ou est-ce que vous avez vu des évolutions de notre place dans la pensée du film? Je pense que, alors je ne sais pas si ça a évolué, on nous dit depuis longtemps ça va s'arranger, mais ça ne s'arrange pas du tout. Et en fait, je pense qu'il y a un vrai problème de déni de statut d'auteur. Voilà, c'est que effectivement, ça rejoint le débat d'avant. En écrivant ou en coécrivant le scénario, c'est déjà quand même un travail de cinéma. Et quand le film sort, il y a un problème qui est un problème franco-français, il faut quand même le savoir, même si apparemment les Italiens ont été confrontés à ça aussi, et qui fait qu'on reconnaît le réalisateur comme l'auteur, mais pas le scénariste. Et comme si reconnaître aussi que le scénariste est à sa mesure aussi auteur du film, c'est comme si ça retirait de la légitimité au réalisateur. Et c'est quelque chose qui est devenu culturel. C'est vraiment une question de mentalité. Tout le monde a repris ça. Ça rejaillit sur notre statut, ça rejaillit sur la reconnaissance dont on bénéficie, donc aussi sur la manière dont on est payé, etc. Alors par exemple, si je peux raconter à propos de l'Italie une petite anecdote qui m'arrivait à Venise. Et j'étais invité au festival pour L'Homme qui rit de Jean-Pierre Méris. J'imagine à l'initiative de Jean-Pierre Méris, parce que EuropaCorp distribué, c'est pas dans leur habitude d'inviter un scénariste non plus. Mais voilà, donc je suis très content d'être là. On est au début du tapis rouge. Il y a Jean-Pierre Méris, tous les acteurs sont présents. Et au moment de s'élancer, on nous dit « c'est à vous ». Il y a un bras qui m'attrape. C'était l'assistante de l'attaché de presse, il me semble, et qui me dit « non, c'est l'équipe artistique ».
Alors, je suis resté arrêté comme un crétin. Je ne l'ai même pas rembarré pour suivre mes camarades que je voyais s'éloigner. Et je me suis dit, donc, je ne suis pas auteur, je ne suis pas considéré comme auteur du film. Qu'est-ce que je suis? On m'a invité par erreur. Je suis une sorte de technicien de l'écriture. Mais en même temps, si je suis un technicien de l'écriture, donc j'aimerais bien être intermittent, avoir droit au chômage, des congés payés, etc., ce qui n'est pas le cas. Je peux poursuivre, en fait, pour vous raconter ma première anecdote. En fait, la première fois que j'ai travaillé sur un scénario qui est devenu un film, une projection d'équipe a été organisée. Et c'était vraiment un film fait avec des moyens plutôt petits, pas à la 6-4-2 du tout, mais avec des petits moyens. Et donc, à l'arrivée dans la salle de projection, un flyer nous est distribué qui liste les participants au film, la liste artistique en fait. Et donc la mise en scène et tous les comédiens et sans doute l'assistant à la mise en scène aussi. Et le scénario avait complètement disparu. Alors je débutais complètement, donc une partie de moi, tout à l'émotion qu'une chose ait été accomplie, a trouvé ça normal, je crois. Mais sur ma gauche est arrivé un des amis que j'avais invité à la projection et qui me dit « Ah mais moi je croyais que tu avais travaillé sur ce film ». Alors je lui dis oui, on va en parler après. Et sur la droite est arrivé un autre ami qui m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» Donc lui, il était en fait très en colère quasiment pour moi. Et moi, j'ai eu le sentiment en fait en 2 secondes d'entrer dans un territoire où personne n'allait être fichu de dire ce que je fabriquais en vrai. Et dans le doute, eh bien, n'en parlons pas. Ma deuxième anecdote, bien plus tard, mais je pense qu'elle recoupe tout ça. Je me trouve à un dîner chez des amis et c'était le moment de la sortie du film Gabriel de Patrice Chéreau. Et la maîtresse de maison se met tout d'un coup à dézinguer le film. Alors, une phrase, 2 phrases, 10 phrases, tout le monde poursuit son repas gentiment, y compris moi qui en avais déjà vu d'autres. Et quelqu'un à table dit « Mais Anne-Louise a travaillé sur le film. » Travailler. Mais c'était un support et j'étais très reconnaissante. Et la maîtresse de maison répond « Oui, mais enfin, elle n'est pas auteure !» Et évidemment, c'est pas ça que je me dis de moi non plus, mais je me suis dit « Qu'est-ce que les gens pensent qu'on fait au juste ? Est-ce que je contrôle l'hygrométrie de la pièce ? Est-ce que je fais les cafés ? Est-ce que quoi ? Voilà, et donc quand même, ça fait tourner la tête parce qu'en fait, moi, je me dis, ça ne se sait pas, on est incapable de dire ce que c'est, et donc c'est plus simple de nous évincer. Et j'arrive à trouver qu'il y a des circonstances assez drôles là-dedans. Enfin, moi, j'ai un peu ri. J'étais la seule, mais j'ai un peu ri. Parce que c'est pas une question, ce qu'on veut essayer de comprendre à cette table, c'est pas qu'une question d'ego, même si je vois pas pourquoi on serait la seule profession à ne pas avoir d'ego dans ce bordel qu'est ce métier, mais bon, c'est aussi, il y a un moment où ça nuit sur notre travail, sur notre confiance, sur la considération de nous-mêmes, la considération que l'on a de nous-mêmes et que les autres ont, que nos partenaires ont. Ça joue en profondeur, c'est pas qu'une question d'être sous les sunlights, quoi. Et ça vient d'où? Ça vient d'où? Pourquoi nier à ce point-là ce travail, même si à d'autres moments il est éclairé, mais Thibaut? Je ne sais pas si je peux réellement répondre, je suis la meilleure personne pour répondre à cette question, parce que moi je vais plutôt apporter un éclairage assez critique aussi sur mes expériences et sur mon travail, où je vais montrer que malgré tout, dans le cadre de mes activités, différencier aussi certaines activités et montrer qu'on faisait quand même une place aussi aux scénaristes auteurs. Donc est-ce que quelqu'un... Tu vas pas y couper. Oui. Merci pour moi. Je ne peux parler aujourd'hui qu'en tant que journaliste et critique de cinéma, puisque c'est ma fonction et que c'est le plaisir et le bonheur que j'ai de pouvoir faire ce métier. Je pense que, alors je vais employer un nous collectif qui est un tout petit peu hypocrite de ma part, puisque c'est un jeu à peine déguisé. Nous manquons effectivement d'une vraie connaissance de votre métier.
Ça, c'est quand même très clair. J'ai eu le plaisir, l'occasion de travailler pour le CNC ou pour la Fondation Gann, donc j'ai approché des scénarii. J'ai pu quand même effectivement voir ce qu'était à la fois l'artistique et la technique. Ça, c'est clair aussi, parce que je pense qu'il y a une construction, il y a quelque chose de mathématique, il y a quelque chose de cristallin, en tout cas qui va cristalliser une idée, un sentiment, une émotion. Je les lisais en les projetant en termes de cinéma, puisqu'évidemment, je connaissais parfois les auteurs qui les avaient écrits, mais c'est vrai que je manque d'une vraie connaissance de votre métier, de la manière dont vous le faites. Nous sommes victimes, nous peut-être en particulier, critiques de cinéma franco-français, on va dire, professionnels de la profession, de cette idée de l'auteur, c'est-à-dire que nous pouvons repérer des récurrences, des persistances, des choses comme ça qui vont de film en film chez un metteur en scène ou chez une réalisatrice, bien évidemment. On aura beaucoup plus de mal peut-être, et encore une fois c'est un boulot que nous devons faire, à identifier, mais aussi les thématiques, les récurrences, ce qui fait partie du travail du scénariste qui le relie. Alors il y a les grands noms, Tony Nogueira, et Agnès, vous avez terriblement raison d'être amoureuse de ce monsieur, parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer une seule fois, et c'est un bonheur absolu. Paul Laverty, on connaît des grands noms, mais c'est vrai qu'on va toujours prêter la persistance des thèmes aux metteurs en scène, parce qu'elles vont s'accorder aussi à un principe de mise en scène, à un système de découpage, voilà, tout ce qui va avec nous, et qu'on aura peut-être du mal, nous, à percevoir exactement quelle a été l'importance, la patte, le squelette scénaristique. En plus, et après je vais m'arrêter parce que il y a une chose qui est sûre, c'est que nous pouvons, entre guillemets, juger les films à partir de ce que nous voyons, c'est-à-dire un résultat final dans lequel il y a un travail de son, un travail de montage, un travail d'image, de cadre, enfin je ne vais pas vous raconter. Émettre une opinion sur le scénario, c'est obligatoirement aller à l'erreur, mais c'est à nous de la commettre, hein, pourquoi pas, parce qu'on ne sait pas exactement quel était l'état originel du scénario et ce qu'il en est advenu quand nous voyons le film final. Donc voilà. Et puis ce que je vous avais dit un jour, Agnès, c'est qu'en plus, nous, on est méchants, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'espace, donc le scénario n'est pas a priori quelque chose sur lequel on a de la place pour écrire, et qu'on en parle quand c'est raté et rarement quand c'est réussi. Et ça, c'est un vrai mea culpa que je fais. C'est ce que j'allais vous dire. Je voulais vous rappeler cette phrase que vous aviez dite, où effectivement, vous arrivez à pointer le scénario lorsqu'il... Et d'ailleurs, je le conçois, pas bizarrement, mais je conçois qu'effectivement, on peut sortir nous-mêmes d'un film en disant il y a un problème de scénario. Combien de fois on le dit ? Et il nous arrive assez rarement de sortir d'une salle, lorsque le film est magnifique, en disant quel beau scénario, on dit quel beau film. Le premier mouvement, c'est celui-ci. Et c'est lorsqu'il y a défaut que tout d'un coup le scénario apparaît. C'est ce qui est étrange et est intéressant. Il faut y réfléchir. Mais pour poursuivre un tout petit peu avec vous, je me demande aussi pourquoi, lorsqu'il y a une collaboration au long cours sur plusieurs films entre un auteur et un réalisateur, est-ce que ça n'est pas intéressant pour la critique de réfléchir sur l'apport de l'auteur scénariste, co-scénariste, à l'univers de ce réalisateur? Est-ce que ça n'est pas une façon de penser la place du scénariste dans ce que vous écrivez? C'est une certitude, évidemment, que des collaborations au long cours, comme un directeur de la photo, par exemple, ou même comme un preneur de son, un monteur de son, qui sont des métiers à la fois techniques et artistiques, parce que l'un et l'autre ne sont pas antinomiques. Effectivement, rencontrer quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec un auteur, Anne-Louise avec Patrice Chéreau par exemple, c'est extrêmement intéressant pour nous. Mais encore une fois, on n'arrive pas à imaginer que le scénariste ne se soit pas glissé dans l'univers avec cet effet de distance nécessaire, effectivement, à l'écriture, sans doute nécessaire à l'écriture du scénario. Mais un film de Chéreau, c'est un film de Chéreau. Alors évidemment, Anne-Louise apporte énormément, mais je pense que voilà, malheureusement, il y a un moment où le scénariste se glisse et d'une certaine manière est phagocyté par l'univers du metteur en scène. Oui, c'est un peu vrai, mais par exemple, petite anecdote, moi je suis... J'espère que c'est un peu faux aussi quand même. Ouais, je suis dialoguiste, par exemple. Même dans les films de Jeunet, j'en ai fait quand même maintenant 4 avec lui, il ne signe pas du tout les dialogues. Et je n'ai jamais entendu parler des dialogues dans aucun article, rien. Et pire que ça, par exemple, j'avais fait un film qui s'appelait L'odeur de la mandarine de Gilles Legrand. Et je ne sais plus si c'est Télérama ou qui n'avait pas beaucoup aimé le film. Par contre, avait bien aimé les dialogues de Gilles Legrand. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas regardé le générique du film. Pour eux, c'était forcément les dialogues du réalisateur. Alors qu'ils ne les signent pas du tout, ni le scénario d'ailleurs. En fait...
la pertinence, pour moi, de cette question de marche à l'ombre ou pas, la question, c'est pas de démêler le tien du mien, disons. La question, c'est de dire juste quand on est là. Parce que j'en parlais avec Olivier, on évoquait le fait que très souvent dans les articles, nous ne sommes pas cités. Or, est-ce que le rêve n'est pas que travailler permette de travailler ? Moi, vraiment, c'est ce que j'attends du métier, que chaque projet puisse en apporter un autre et ainsi de suite. Mais si on n'est jamais là sur la photo, c'est compliqué, je trouve. C'est à la fois injuste et... voilà, mais pour moi, la question n'est pas tant ce démêlage, disons. Mais tu parlais... Pardon. Je voulais juste peut-être m'insérer dans le débat parce que... Entre-temps, j'ai un peu réfléchi aussi, et c'est vrai qu'il y a cette distinction que je ferais entre, on parle de plusieurs choses. En fait, on parle évidemment de ce que disait Xavier, à savoir, par exemple, dans une activité de programmateur, comme je l'ai fait pendant longtemps, on a le film évidemment comme une sorte de résultat, et on regarde ce film. Alors évidemment, on se pose des questions de scénario, de montage, de jeu d'acteur, mais on est devant le film. Et donc, une fois qu'on regarde ça, c'est vrai que il y a cette idée toujours, en fait, qui est aussi très très importante en France et qui est mise en avant d'un auteur-réalisateur ou d'une autrice-réalisatrice. Il y a cette idée vraiment, en fait, qui est un petit peu communément admise de chercher un univers, donc en fait d'un coup d'imaginer presque systématiquement que le réalisateur ou la réalisatrice est scénariste sur le film. Mais du coup il y a plusieurs choses en jeu, c'est-à-dire que moi je ferais une distinction entre auteur-réalisateur et scénariste qui parfois coécrivent, qui parfois collaborent, qui parfois font des consultations, et pour moi la question de l'ombre elle est plutôt du côté justement de la coécriture, de la collaboration, etc. Et du coup, c'est vrai que du point de vue, moi je ne peux pas réellement parler du point de vue critique, parce que je ne suis pas critique, mais du point de vue d'un festival, on va essayer, imaginons, donc sur un métier de programmation, où on voit des films, on les sélectionne, on va essayer, tant que faire se peut, dans le catalogue, tout de même, évidemment, de mettre en avant les principaux collaborateurs artistiques et auteurs, dont les scénaristes, dont les collaborations au scénario. Et on le faisait d'autant plus sur le festival Premier Plan, pour lequel je ne travaille plus depuis début février, mais j'y ai travaillé 13 ans, donc je peux quand même en parler. On le faisait volontiers parce que nous-mêmes avons des activités sur le festival où en fait on travaille cette question du scénario. Et c'est vrai que c'est peut-être plus... moi j'ai l'impression que ces dernières années, pour répondre aussi à la question du début sur... qu'avez-vous vu des changements en fait, de considération chez les scénaristes ou pas? Alors moi, au début des années 80, j'étais à peine né, donc je ne peux pas vraiment répondre. Mais moi je suis entré dans... je suis entré dans le métier déjà avec cette idée, j'ai eu la chance en tout cas d'arriver dans ce métier avec des postes qui tout de suite m'ont obligé à considérer cette question en fait des scénaristes, et à travers plusieurs choses, donc je ne vais pas détailler maintenant, je vais laisser aussi la parole à mes collègues, mais donc on en reparlera peut-être après, des lectures de scénarios pendant le festival où on met en valeur un objet intermédiaire à différents stades d'écriture qui va être lu par des comédiens et réalisateurs, scénaristes ou réalisateurs tout court et scénaristes ou co-scénaristes sont invités et découvrent en public, puisqu'il y a un vote du public par la suite, pour la première fois entendre exister leur scénario devant un public. Voilà, ça c'était une des activités. Et puis après, il y a des ateliers d'Angers qui ont été montés par Jeanne Moreau il y a une quinzaine d'années, auxquels a déjà participé par exemple Anne-Louise, qui sont une sélection en fait, sur lesquelles on va faire une sélection de scénarios. Et évidemment, je ne vous cache pas que nous allions plutôt chercher des profils de réalisateurs, réalisatrices qui sont déjà scénaristes aussi. Avec cette idée, peut-être aussi, ce tropisme un peu peut-être français, de suivre des univers et d'aller justement chercher des projets qui sont portés par une personne. Mais il y avait des projets qui étaient portés évidemment en coécriture, et dès qu'on ne pouvait, évidemment, on invitait aussi le co-auteur ou la co-autrice, puisque c'est très important que ces personnes soient là aussi, et on le faisait volontiers. Donc ça, c'est des questions en fait qui sont très très importantes. Et après, pour aussi rebondir sur ce qui a été dit, sur les ateliers eux-mêmes, donc qui ont lieu une semaine par an chaque année, qui sont
qui existent pour aider au développement des premiers longs métrages. On mettait en avant, pour les intervenants, on essayait de faire venir ou d'inviter des personnes en collaboration. C'est-à-dire qu'on invitait par exemple Vincent Pomiro qui venait avec Raphaël Nadjari et il y avait des masterclass et les deux faisaient des retours aux scénaristes et l'idée était de parler de leur travail de collaboration. On a fait ça aussi, on a essayé d'inviter Paul Laverty, évidemment, il est très occupé ce monsieur, donc on n'a pas réussi à l'avoir, mais il y a eu aussi Răzvan Radulescu, qui est un grand scénariste roumain qui a participé à beaucoup de scénarios de toute la nouvelle vague roumaine, qui a lui-même été réalisateur sur un film, mais qu'on invitait en duo avec par exemple Radu Muntean ou d'autres scénaristes ou d'autres réalisateurs roumains, pardon, et ils venaient parler de leur travail effectivement. Et donc je pense qu'on a le temps et l'espace peut-être sur des festivals ou sur des ateliers pour avoir cette dimension un peu peut-être didactique aussi, parce qu'ils sont aussi ouverts au public. Et l'année dernière, par exemple, on a fait toute une masterclass sur l'écriture de scénario avec Catherine Paillet, où on parlait de tous les cas possibles qu'elle a rencontrés durant tout son parcours, que ce soit en coécriture, en collaboration, en intervention sur les dialogues, etc. etc., etc. Voilà, Donc en fait, il y a quand même ces espaces-là. Ouais, moi, je veux bien dire un truc. Je suis désolée, je vais un peu m'inscrire en faux par rapport à certaines choses qui ont été dites. En fait, je ne sais pas si on m'entend, mais sur cette histoire d'être effacé ou pas de la photo de famille, et donc je suis désolée pour Xavier, parce que c'est le seul représentant de la critique. Déjà, moi, je ne le vis pas forcément comme ça. J'ai eu la chance que ça ne soit pas forcément le cas, en plus. Mais moi, il y a quelque chose qui me frappe par rapport à cette revendication, en tout cas dans le cas précis de la critique, c'est qu'il y a des gens qui, pour moi, sont encore plus absents de la critique et dont le nom n'est jamais cité, ce sont les monteurs. C'est-à-dire qu'en général, on parle du réalisateur, des fois du chef-op et dans la plupart des cas des comédiens. Or, pour moi, l'écriture et le montage, c'est très très lié. C'est-à-dire que pour moi, on est aux deux bouts de la chaîne et on essaye en écrivant de penser à des problèmes qui pourront se poser au montage et eux, des fois, soit jubilent de choses qu'on a écrites, soit au contraire galèrent avec des trucs qu'on a écrits qui fonctionnaient très bien au scénario et au tournage et qui ne fonctionnent plus du tout au montage. Donc je trouve qu'on est vraiment aux deux bouts de la chaîne. Je ne vois pas d'une certaine façon pourquoi les scénaristes devraient être plus reconnus que les monteurs. Les monteurs ne sont jamais cités non plus dans les critiques de films. Et voilà, et globalement, même pour les metteurs en scène, donc je suis désolée parce que ça a l'air d'être une attaque de la critique, c'est pas le cas non plus, mais même pour les metteurs en scène, en fait, on parle rarement de leur mise en scène aussi. C'est-à-dire qu'en général, actuellement, les critiques de films, c'est un peu soit c'est formidable, soit c'est une grosse bouse. Et même quand on dit que c'est formidable et que la mise en scène est formidable, c'est en fait assez peu argumenté. Donc du coup, moi, c'est vrai que j'ai pas de récrimination particulière sur la place et la reconnaissance des scénaristes dans la critique, parce que globalement, je trouve que la critique de film actuellement, enfin la critique de cinéma ne parle pas beaucoup de cinéma, et plus souvent comme des espèces de billets d'humeur, comme des fois des statuts Facebook, et voilà, et en fonction de l'affinité qu'on a avec le journal, on va se dire oui, ça me tente ou pas, mais voilà. Donc du coup, moi, j'ai pas ce sentiment qu'on soit plus oublié que les autres, en tout cas dans la presse. Oui, non, qu'on parle de moins en moins de cinéma, ça je suis d'accord avec toi. Mais le fait de ne pas bon, les monteurs, c'est oui. Enfin, c'est vrai qu'ils n'ont pas de statut d'auteur. Enfin, nous, on n'y peut rien. Moi, j'aime beaucoup les monteurs aussi, mais on n'a pas exactement le même statut, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de ne pas intégrer à l'histoire du film la juste place d'un co-scénariste quand il est là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une déperdition énorme de réflexion sur le film. C'est-à-dire que ça réduit, par exemple, le plus souvent l'écriture à un fait vécu, à une anecdote, etc., qui serait arrivé au réalisateur. Et ça, du coup, dès la source, ça réduit la réflexion de cinéma, en fait. Ça réduit un film à une anecdote, alors que pendant 1 an, 2 ans, on a essayé de penser quelque chose. Et ça, par exemple, toi, Anne-Louise, tu dis que c'est le rôle du réalisateur, les réalisateurs qui sont en paix avec la dimension collaborative ou collective d'un film, comment dire, ménagent la place à leurs co-scénaristes plus facilement que d'autres, en fait. Que c'est aussi c'est une histoire de personnalité et de trajectoire artistique aussi. Oui, bien sûr. C'est évidemment
flagrant avec Patrice Chéreau et la perspective collaborative qu'il a avec chaque projet, théâtre, cinéma, opéra. Ça ne lui serait pas venu à l'idée de ne pas citer les personnes au scénario depuis toujours, en fait. Nicolas Saada aussi ne peut pas faire il n'envisage pas de parler du film, en l'occurrence la série, sans parler du producteur et de sa co-scénariste. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, la critique, il me semble, répercute peut-être, pardon Xavier, une culture du chantier, en fait. Et que la culture de départ de chantier des films est décisive. C'est-à-dire si chacun est à sa place, si chacun est respecté pour le travail qu'il fait, et si tout le monde est au clair avec ça, il n'y a jamais aucun souci. On est une équipe au travail, quoi. Moi, je voulais juste rebondir à ce que disait Thibaut sur les ateliers d'écriture que vous avez organisés à Angers, sur les lectures de scénarios. Je trouve ça formidable, évidemment, parce que c'est un point de départ, encore une fois, un point de cristallisation. Mais je me disais, en vous entendant, mais il y a un truc qu'on n'a pas encore fait, parce que j'imagine que plein de gens y ont pensé, et qui serait absolument passionnant, ce sont des masterclass de scénaristes. C'est-à-dire que prendre un scénariste qui a travaillé avec des gens comme Jeunet, comme Godot, vous récemment, Anne-Louise qui a travaillé avec Nicolas Saada ou avec Patrice Chéreau, et qu'ils viennent nous raconter à travers des extraits, parce que les masterclass de cinéastes, c'est plein à craquer évidemment, et c'est souvent passionnant si on a un bon client, mais on n'a pas quelqu'un qui viendrait nous raconter la manière dont elle ou il a disséminé, travaillé, structuré, à travers même une scène. Je pense qu'une scène dit aussi beaucoup de son scénariste ou de son co-scénariste. Et je me dis qu'il y a un truc absolument formidable à inventer ou à proposer qui serait, vous avez travaillé pour des gens, Tony Noguera qui n'est plus là, mais ça aurait été extraordinaire, qu'il a travaillé pour l'animation et pour des grands noms du cinéma grec ou italien. Et mesurer à travers une masterclass, une fois le film fini, monté, parce que ça, je suis entièrement d'accord avec vous, le montage est indissociable de l'écriture. Moi, j'ai du pot travailler pour une revue, La 7e Obsession, dans laquelle les questions peuvent être posées et ne seront pas coupées au moment où le correcteur mettra son nez dedans. Mais bien sûr, ce sont des écritures communes et finales, mais inventons une masterclass de scénaristes qui viendrait sur des auteurs extrêmement différents nous raconter où est sa patte, où est-ce qu'il a ou elle a lutté, bien évidemment, ou a gagné, ou a perdu. Alors, juste pour rebondir sur... je suis tout à fait d'accord, rebondir sur ce que vous proposez, tu proposes. Il y aurait aussi une autre idée, et je pense que c'est là où les chantiers sont vraiment importants, ce serait des rétrospectives à travers des rétrospectives du travail d'un scénariste, à la Cinémathèque ou ailleurs, dans un festival. Et là, du coup, on pourrait convier Tony Noguera et ça nous permettrait de voir et des films de Fellini, et des films un film de Tarkovsky, et des films de Francesco Rossi, enfin bon, voilà, des grandes œuvres, et de se poser la question de façon extrêmement concrète de ce qui était la table ronde précédente. Y a-t-il un style ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut reconnaître quelque chose à travers ces œuvres de cinéastes, de Antonioni à Fellini, de la Notte à Marcor, et plein... Qu'est-ce qui fait l'écriture de Tony Noguera ? Moi j'ai une opinion là-dessus, mais c'est peut-être pas. Je suis censée être modératrice et pas trop prendre la parole, mais parce que je suis passionnée par cet auteur précisément, et que par ailleurs il est poète et qu'il y a des choses de sa poésie romagnole très inscrite dans un espace et dans un temps et un lieu précis qu'on retrouve dans les films. Donc en fait, si on prend le temps de regarder ce qui fait œuvre, parce que, pardon, c'est très immodeste, mais possiblement, en tout cas, la question peut se poser. Et est-ce que c'est intéressant ? Voilà, masterclass, rétrospective, une façon transversale, tout d'un coup, de penser l'écriture jusqu'au cinéma, jusqu'au film. Et par ailleurs, pour relancer quand même, de redonner la parole, moi, je voulais poser une question à Guillaume sur, qui l'a vécu, je pense, probablement mieux que nous tous, sur la différence entre la presse, le rapport entre la presse française et la presse internationale. Et comment, toi qui as fait pas mal de films à l'international, comment tu as été... est-ce que tu as un sentiment d'être accueilli différemment en tant que scénariste ? Et je voulais aussi te poser la question d'Unifrance. Voilà. Oui, j'ai l'impression qu'il y a, dans l'approche de la presse étrangère, alors parfois des films de Jeunet, par exemple Un long dimanche de fiançailles, j'ai fait
toute une après-midi avec des télévisions canadiennes, anglaises, américaines, tout seul. Et j'étais très surpris de la demande, presque, parce qu'en France, évidemment, ça n'arriverait jamais. Et pour cette raison-là, et parce que j'étais reconnu comme, même si évidemment Jeunet était le réalisateur, mais quand même j'étais considéré comme auteur aussi du film. Et c'était quelque chose de quand même très agréable et de très... parce que le problème en fait qui se pose, c'est que... on est en France tout de suite, c'est pas évincé, le mot est pas là, mais on ne figure pas, même dans les dossiers de presse. Parfois, on a du mal à exister. On est obligé d'imposer contractuellement d'y figurer. Et il n'y a pas du tout la même demande. Alors là-dessus, tu me parles d'Unifrance, mais effectivement, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que du fait d'Amélie Poulain, j'ai été sollicité beaucoup. En plus, je suis un scénariste autodidacte. C'était que mon deuxième film porté à l'écran. Donc évidemment, je suis passé du statut de parfait inconnu à quand même une grande visibilité, on peut dire. Et on m'a invité, du coup, et c'est un succès mondial, hein, donc on m'a invité dans des universités, à être dans des jurys de festivals, à l'international. On m'a invité à participer à des forums. Et au bout des années passant, je me suis rendu compte que finalement, toutes ces invitations, elles émanaient toutes de l'étranger. Pas une seule fois, Unifrance, dont c'est pourtant la fonction, n'a eu l'idée de me proposer de participer à une délégation ou ne serait-ce qu'inviter à un cocktail ou un truc comme ça, jamais. Et là, tout dernièrement... j'ai un café, rien? Non, même pas. Et Raoul Taburin, qui sort la semaine prochaine, il y a eu une journée de presse étrangère et consacrée à la presse étrangère. Et ça aussi, ça recoupe un autre débat, mais j'ai appris 2 jours après que ça avait eu lieu et le réalisateur avait été invité tout seul. Et c'était organisé par Unifrance. Et donc ça m'a un petit peu surpris parce que, voilà, en plus, avec Amélie, j'ai eu le prix de la presse européenne. À un moment, ça ne les intéresse pas d'avoir aussi le scénariste, sachant qu'en plus, ce projet-là, effectivement, j'ai commencé à travailler avec Sampé avant même qu'il y ait le réalisateur. En plus, je suis porteur du projet. Et pourquoi ils n'ont pas pensé à moi? Je pense que c'est vraiment culturel. Mais toi, Laurette, par exemple, parce que le travail d'adaptation d'un livre, en plus d'un livre qui a eu du retentissement, des fois c'est encore plus... le scénariste qui adapte est encore plus tendance à disparaître. Sur Un amour impossible, coincé entre Christine Angot et Catherine Corsini, tu as eu l'impression d'une juste reconnaissance du travail que tu avais accompli, en fait. Alors déjà, concrètement, j'étais pas du tout coincée entre Catherine Corsini et Christine Angot, parce que Christine Angot a été d'une discrétion et d'une élégance absolue. Non, mais c'est-à-dire qu'elle n'est absolument pas intervenue dans le scénario, c'est quand même important de le dire. Elle avait juste un droit de regard. Sur le scénario qu'elle a lu une fois. On l'a rencontrée. Elle avait 2-3 petits détails techniques et 2-3 petits trucs à nous dire, mais globalement, le moins qu'on puisse dire, c'est que par rapport à la réputation très dure qu'elle peut avoir, et assez injuste à mon avis, elle a été d'une discrétion totale et elle nous a vraiment pas emmerdé sur l'écriture. Donc, non, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir de la chance, en fait, quand j'entends les témoignages des autres. Donc, je ne sais pas si jamais il y a des élèves scénaristes de la FEMIS dans la salle, peut-être leur dire que ça peut aussi bien se passer. Parce qu'effectivement, il y a eu certaines critiques, dont Le Monde, qui ont pu dire... très beau travail d'adaptation de Catherine Corsini et Laurette Polmans, et pas forcément très beau travail d'adaptation de Christine Angot par Catherine Corsini. Donc moi, je l'ai lu plusieurs fois, et donc voilà, effectivement, ça fait plutôt plaisir, mais bien sûr que ça n'aurais pas forcément mal vécu non plus que ça soit pas le cas. En tout cas, j'ai pas l'impression du tout que sur celui-là, que la personnalité d'Angot est... Non, mais je ne pensais pas à la personnalité. Je pense que très souvent, quand il y a un livre à l'origine, ça fait beaucoup de choses à penser pour la critique. Entre un livre à l'origine, une adaptation, un film, c'est un peu compliqué. Il suffit qu'il y ait plusieurs scénaristes. Mais non, mais par exemple, même la complexité des génériques, c'est un truc qui nuit à la bonne compréhension de notre métier. C'est difficile à comprendre qui fait quoi.
Des fois, il y a un scénario original, il y a des il y a 3-4 scénarios successifs. C'est vrai que c'est compliqué à reconnaître, les intervenants et la patte de chacun. On est un objet hybride, c'est compliqué, quoi. Moi, je me demande si ça ne change pas un peu. En fait, bizarrement, il me semble qu'un effet se dessine qui serait dû au succès des séries, parce que la presse parle volontiers des showrunners et des équipes d'écriture. Et j'ai l'impression que c'est un peu en train de rejaillir sur le cinéma, en fait. Moi, j'ai l'impression que ça bouge un peu. J'ai une question concrète. Est-ce que, Xavier, vous dites que vous avez lu, vous avez été amené à lire des scénarios par les commissions CNC et Fondation Gann. Mais est-ce qu'à votre avis, vos collègues, la plupart, ont eu l'occasion d'avoir des scénarios entre les mains et d'en lire, en tout cas de façon assez régulière? C'est compliqué de répondre pour tous mes petits camarades. Oui, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont lu des scénarios, qui ont eu cet objet comme ça dans les mains, mais il y en a beaucoup, effectivement, qui ne savent pas très très bien à quoi ressemble un scénario, ni très bien à quoi ressemble un travail évolutif entre le scénario, le metteur en scène et le montage. Ça, je pense qu'il y a une pédagogie qui doit commencer par nous, obligatoirement. Je fais mon mea culpa au nom de toute la profession qui est très très appréciée ici. Non, mais c'est légitime, mais c'est normal, évidemment. Mais non, mais à la mesure de votre importance en même temps. Sinon, si vous n'aviez pas d'importance, on ne serait pas là. J'ai adoré faire ça au CNC ou à la Fondation Gann. Vraiment. Je ne dis pas ça parce que je suis entouré de scénaristes et que je commence à avoir peur pour ma sécurité corporelle. Mais vraiment, j'ai adoré ça. Et quand ça a fini au bout de 2 ans, j'étais malheureux parce que je me nourrissais de choses, de frustration quand les projets n'étaient pas ceux que j'adorais, malheureusement, ne gagnaient pas parce qu'il y a une voie de la démocratie et on se dit que la démocratie, c'est bon, mais jusqu'à une certaine limite. Mais c'était un objet absolument sublime. J'ai lu des scénarios de documentaires qui étaient un truc qui, pour moi, était un peu abstrait, que j'ai trouvé à Wang Bing, qui ne s'est pas encore fait à ce jour. Et ce sont des pages d'une beauté littéraire absolue, mais vraiment sur une matière documentariste, sur le réel, comment est-ce que déjà un auteur va le transformer, et après, quand on connaît son travail. Donc moi, ça me frustre énormément, justement, de ne plus avoir accès à cela. L'année où j'étais à Cannes et où j'ai vu quand même énormément de films que j'avais lus à un moment, j'avais indéniablement, et vous avez raison Agnès de le souligner, une valeur ajoutée de bonheur, de plaisir, de compréhension, encore une fois parfois de frustration ou d'agacement, ou au contraire, je me souviens d'Harmonium, pour lequel on n'avait pas voté le film japonais qui était absolument magnifique, parce qu'on trouvait que sur le papier, le revirement à la moitié semblait un peu théorique pile au bon moment, et en fait quand j'ai vu le film, il était extraordinairement bien placé pour inviter une autre mise en scène, un deuxième développement du récit, une autre perspective. Donc, mea culpa, puisque je n'ai pas voté pour, mais malheureusement, on était nombreux dans ce cas-là, je me suis planté. Donc, tant mieux, parce que je n'ai pas fait ce métier de critique pour être sûr de savoir ce que je savais. Et non, je préfère qu'on me dise que je suis un imbécile, je préfère le constater, et je le vois souvent. Mais voilà. Donc, et je pense qu'effectivement, c'est un vrai souci, parce que mes petits camarades, pas tous, encore une fois, il y en a qui font très, très bien leur boulot. Et je ne sais pas si c'est faire notre boulot, mais se priver de cela, privé de l'analyse. J'étais avec Anne-Louise à la Fondation Gann et voir la manière dont elle lisait les scénarios était absolument passionnante. Je ne dis pas là parce que tu es là, parce qu'on avait quelqu'un qui était beaucoup plus sévère et beaucoup moins qui nous inquiétait un tout petit peu à la table de lecture, mais cette façon dont une scénariste, et on voyait déjà son travail, c'est-à-dire la manière dont elle pouvait s'insérer aussi dans le travail d'un scénario en cours, puisque vous êtes appelé parfois aussi à intervenir pendant, il y avait une vraie connaissance et oui, bien sûr, notre métier doit se nourrir et doit continuer sa pédagogie, doit continuer à apprendre et lire le scénario, ça peut être vraiment, enfin moi ça a été 2 ans de bonheur. Donc je le recommande, voilà, à mes petits camarades. Merci. Non, mais sur la différence notamment entre tes expériences en France et à l'international. La lecture de scénario, c'est vrai que moi par exemple, j'ai été vite assez confronté à ça. Au début, je travaillais plutôt en programmation. D'ailleurs, je rejoins cette idée d'éventuellement de faire une rétrospective aussi à l'occasion, à la Cinémathèque ou sur des festivals, sur des scénarii. Je pense que ça pourrait être passionnant. Des scénarii vivants.
Oui, vivant. Non, mais c'est ce que je me disais aussi, c'est-à-dire qu'en fait, plus contemporain aussi, et voilà, des gens aussi qui peuvent parler de leur travail maintenant, éventuellement aussi travailler des séquences. Enfin, comme je le disais rapidement tout à l'heure, je pense que c'est quelque chose qu'on avait commencé à initier, notamment avec Catherine Paillet, parce qu'on avait vraiment pris 3 heures pour parler de son travail, de la Fémis, de Samuel Collardet, jusqu'à Jean-Bernard Marlin avec Scheherazade. On avait pris des extraits, c'était assez passionnant. Et je pense qu'il y a évidemment un terrain immense pour tout ça. Donc ça, je pense que les festivals doivent s'en saisir aussi. Pas que les critiques, hein, les festivals, les cinémathèques, les salles de cinéma, enfin voilà, tous ces endroits en fait où on parle de cinéma. Et pour revenir sur la question du scénario, moi c'est vrai que du coup, je vais être tout à fait honnête, c'est pas quelque chose que j'aimais beaucoup au début quand j'ai commencé. C'est-à-dire quand on m'a dit ah oui, tu vas faire partie de comité pour le festival, pour les ateliers ou pour les lectures de scénarios qui ont lieu pendant le festival, je me disais, je me sentais assez illégitime parce que j'avais eu assez peu de scénarios entre les mains au début. Et puis je me disais, j'avais cette impression de lire évidemment un objet un peu intermédiaire. Et moi, je sortais de l'université, d'études philosophie, de cinéma, et où je me disais, voilà, j'avais une haute conception du film, etc. Et le scénario, j'étais pas très à l'aise avec cet objet. Je me disais, bon, j'ai plutôt envie de lire un roman plutôt que de lire un scénario. Et puis après, j'ai appris à lire des scénarios, notamment dans ce cadre-là, puis après dans le cadre de commission aussi. Et j'ai pris aussi beaucoup de plaisir les années passant, et j'ai surtout appris énormément au contact aussi d'autres scénaristes, de réalisateurs, de monteurs, enfin de personnes qui étaient dans ces commissions. Et à vrai dire, c'est un exercice assez passionnant, mais toujours très très délicat, parce que ça dépend aussi à quel endroit on est, dans quelle commission on est. Par exemple, pour les ateliers d'Angers, on avait des scénarios qui allaient du traitement à la première version dialoguée, à des versions très très avancées, qui voulaient malgré tout faire ces ateliers pour parler de cinéma juste avant, par exemple, le tournage. Et donc, il y avait déjà différentes étapes de scénario. Donc, il fallait, au sein de ça, l'idée n'était pas de rechercher le scénario parfait, quoi. Pas du tout. C'était de rechercher plutôt des trajectoires, un ton, voir comment était le développement des personnages, etc. Je ne vais pas prendre tous les critères, mais en tout cas, c'était assez passionnant. Et par contre, c'est sûr que quand on est dans d'autres commissions, par exemple, moi j'ai fait l'Ado Cinéma du Monde ou la Fondation Cannes, où les films sont entrés en production, donc où on est censé avoir un scénario qui est déjà un peu plus avancé. Là, les critères ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on va aussi vraiment regarder à quel point voilà, le scénario est déjà structuré, ou s'il n'est pas structuré, comment ils le défendent aussi dans la note d'intention. Parce qu'il faut voir que le scénario, moi je commence toujours par le scénario. Mais il n'y a pas que le scénario dans un dossier. Il y a aussi tout ce qu'il y a autour. La note d'intention, le synopsis, enfin vous le savez très bien. Il y a aussi les liens Vimeo, les fameux films précédents du réalisateur. Alors est-ce qu'on les regarde, est-ce qu'on les regarde pas? Tout dépend en fait aussi des enjeux, je pense, et de la commission, etc. Moi personnellement j'aime bien les regarder après avoir lu le scénario, même si le scénario est en coécriture, etc. Voilà. Donc, et par rapport à l'international, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais je vais être court. Il y a quand même aussi vraiment plein d'endroits. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur des ateliers type La Fabrique à Cannes, donc en collaboration avec le CNC et l'Institut français, où ce sont des cinéastes et producteurs qui viennent du monde entier, dans des pays dans lesquels il n'y a pas d'industrie vraiment structurée. Donc ils sont invités pour rencontrer et des scénaristes, et des réalisateurs, et des producteurs à Cannes pendant 10 jours, et on leur organise vraiment un programme pour qu'ils puissent rencontrer plein de métiers différents. Et c'est vrai qu'on se rend souvent compte qu'il y a un travail dans beaucoup de régions du monde, hormis les régions des pays anglo-saxons, il y a un travail très très collectif sur les films, et parfois aussi collectif dans le sens où les rôles sont peut-être moins assignés aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on va passer de scénariste sur le film de son ami à monteur après, à éventuellement réalisateur, et les rôles vont tourner comme ça. Ça a ses avantages, ça a aussi ses inconvénients. C'est-à-dire que souvent, on rencontre dans tous les domaines ou ateliers où j'ai eu l'occasion de travailler à l'international, il y en a eu plusieurs, on se rend compte qu'il y a d'énormes faiblesses au niveau du développement. Enfin, c'est-à-dire que généralement, on ne passe pas des mois ou des semaines à réécrire, ou à collaborer avec un scénariste, ou à coécrire. Et du coup, ça génère d'autres questions, parce qu'à la fois, certains vont dire « Ah, c'est super, il y a une espèce d'énergie incroyable, et puis tout le monde travaille en collectif. » Oui, c'est très bien. Sauf qu'en réalité, c'est pas non plus toujours un gage de qualité, et qu'un bon scénario fait pas forcément un bon film, mais en même temps, il participe déjà de façon beaucoup plus certaine que s'il n'y a pas de scénario, quoi. Donc je pense qu'il y a souvent des problèmes de temps de développement, et que même s'il y
y a certainement une vraie méconnaissance de votre métier. Et moi, je l'ai découvert aussi j'en avais déjà écho, parce que je connais quelques scénaristes, mais je l'ai découvert en lisant ce livre, notamment sur la question du statut, où on n'est ni intermittent, ni non plus reconnu comme auteur. Voilà. Du coup, je trouve qu'effectivement, ce sont des vraies questions. Je trouvais que le livre était passionnant, mais il faut voir aussi d'où on parle, parce que c'est vrai qu'ici en France aussi, il y a ce côté, vous parliez de pyramidal au début, de pyramide, mais c'est peut-être ça aussi le problème, quoi. C'est-à-dire qu'on parle de l'auteur-réalisateur, et ensuite il y a la pyramide, quoi. Il y a la hiérarchie. Peut-être inventer des choses, des façons un peu plus collectives de présenter le travail. Et ça, c'est aussi le boulot des festivals, des critiques. Non, mais c'est vrai. On vous met au travail. Mais est-ce que Thibaut et toi, Xavier, justement, en tant que cinéphile, ce qui vous a vraiment donné envie, voilà, de faire ces métiers, ces parcours, est-ce qu'à un moment, le fait d'avoir mis le nez dans le moteur de l'écriture en lisant des scénarios, ça a joué sur votre perception des films, en fait? C'est-à-dire comme si vous aviez vu un secret de fabrication, est-ce que ça, ou pas du tout, en fait, où vous prenez le même plaisir à voir un film? J'ai l'impression de parler beaucoup, alors je suis le moins légitime à cette table, je suis vraiment navré. Ouais, évidemment, moi ça a changé ma perspective. Enfin, j'en avais déjà lu parce que moi j'aime le cinéma et j'aime le cinéma dans sa complétude. Là, j'enfonce une porte éminemment ouverte à grand renfort d'épaules, mais l'outil scénaristique, c'est passionnant quand on aime les scénarios qui n'ont pas été tournés, bien évidemment, qui sont des objets à la fois de rêve, de fantasme et puis de douleur absolue, puisque malheureusement ils n'ont pas été faits. Alors des scénarios perdus de Franju, de Jacques Demy me font monter les larmes aux yeux, quoi. Enfin, parce que c'est des films qu'on ne verra pas, mais ils existent quand même. Donc l'objet scénaristique, oui, moi j'aime, je dois mon amour du cinéma et de l'analyse du cinéma à ma prof de français en seconde et en première, qui avait une capacité analytique qui était extraordinaire. Moi, j'étais en sciences, j'étais en C à l'époque. Tu n'as pas connu ça, Thibaut, bien évidemment. Et elle nous disait, je vais pas m'emmerder à essayer de vous insuffler le grand souffle romanesque, machin. Vous êtes des scientifiques, vous allez faire des maths et de la physique pendant 15 heures par semaine, mais je vais utiliser cette logique-là pour vous apprendre à lire, à regarder, à comprendre un texte. Et je lui dois encore énormément sur la manière de disséquer. Donc, revenir à l'objet littéraire, entre guillemets, c'est un réflexe. On n'a pas toujours, malheureusement, la capacité et le revoir comme ça pendant 2 ans de manière un peu stakhanoviste, puisqu'on avait régulièrement 20, 30, 40 scénarios à lire. Oui, c'est absolument passionnant et ça change encore notre regard. Mais moi, tout ce qui peut changer mon regard et atténuer mes certitudes, et je suis preneur. Encore une fois, je suis pas un videur de boîte de nuit à savoir qui rentre et qui sort. Je suis là au contraire pour que mon regard il s'améliore, et c'est grâce aux réalisateurs, aux scénaristes, aux acteurs qu'il s'améliore. Donc j'ai l'air comme ça très sévère, très méchant, très péremptoire de temps en temps, mais je sais quelle est ma place, même si parfois je l'oublie. Thibaut, oui. Oui, ça change quand même, effectivement, parce qu'à partir du moment où on a une certaine connaissance, on va dire, de la façon dont la difficulté d'écrire un film, de le réécrire, du temps que ça prend, des difficultés dans la collaboration parfois entre scénaristes et réalisateurs, de lire plusieurs versions de scénario. Parfois ça arrive parce que la limite parfois est un peu floue, c'est-à-dire que quand on travaille sur ce genre d'atelier ou ce genre d'événement, il y a un moment aussi où parfois on crée aussi des liens d'amitié, ou en tout cas on s'entend bien avec quelqu'un, puis cette personne nous redemande de façon souvent gracieuse et amicale de relire une version de scénario plus tard, et que du coup évidemment que voilà, moi je ne suis ni scénariste ni réalisateur et je n'ai aucune velléité à l'être en tout cas, mais il y a quand même parfois cette participation à un regard extérieur, à un travail, on va dire, de regard critique, et ça arrive, et c'est assez joyeux, parfois pas toujours, mais et du coup ça change le regard qu'on a sur les films, et c'est souvent intéressant de voir. Moi, j'ai été amené, c'est plus du tout le cas maintenant, mais quand même, sans vouloir donner des grands chiffres, mais pendant une dizaine d'années, j'ai été amené à lire entre 100 et 200 scénarios par an, quoi. Donc, souvent, quand je vais au cinéma, après, je me dis « Ah oui, c'est vrai, j'ai lu ce truc il y a 5 ans ». Mais parfois, je l'ai oublié. Mais parfois, je me dis « Ah oui, c'est la fin a changé ». Ou, enfin, c'est assez intéressant, c'est un dialogue. Voilà. Oui, donc en fait, il semblerait qu'il y ait une chose qui ressort, qui est quand même une profonde méconnaissance, enfin en tout cas sur des choses sur lesquelles on pourrait agir aujourd'hui, puisqu'il s'agit certes d'un état des lieux, mais en même temps de réfléchir ensemble avec ce livre, ces journées, etc., sur
que pourrait-on faire pour que tous nos jeunes générations de scénaristes soient à la fois dans le plaisir intense que nous éprouvons, parce qu'il n'y a aucune amertume dans le fait de se réunir et de débattre autour des manques ou des difficultés que nous rencontrons. Au contraire, c'est parce qu'il y a le sentiment justement d'avoir entre les mains un métier absolument passionnant, privilégié, qui est un temps évidemment complexe. Le statut, c'est autre chose, je laisse pour cet après-midi, mais en tout cas, un temps de pensée partagée. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce temps justement de coécriture, lorsque c'est une coécriture, il peut aussi, dans certains cas, être une écriture seule, c'est-à-dire, comme Guillaume l'a vécu, il pourrait en reparler un peu, des auteurs qui sont à l'initiative. C'est très rare, mais ça arrive, et ça peut continuer à arriver. Et même lorsqu'il y a coécriture, c'est mon point de vue, là on a tous des points de vue différents, à mon avis, l'auteur, quand j'ai commencé, effectivement, j'avais moins ce point de vue, mais maintenant, j'ai l'impression qu'on ne se dissout pas forcément dans... Évidemment qu'on est à l'écoute d'un metteur en scène et d'un réalisateur, mais je me souviens de cette phrase que nous disait Jean-Claude Carrière quand j'étais à la FEMIS dans son travail avec Buñuel, où il disait en gros, on propose, on se lance des idées, et puis si l'idée n'est pas bonne, on dit juste non, ça ne me plaît pas. Et on ne passe pas des heures à débattre, à essayer d'expliquer pourquoi, non, comment, etc. On avance. Si, OK, ça ne plaît pas, on passe à autre chose. Je me dis, waouh, c'est super. Mais je ne comprenais pas très bien concrètement. Et quand j'ai commencé, effectivement, moi, j'essayais, je me justifiais si j'aimais pas. Et maintenant, je la comprends parce que je pense qu'intimement, il y a une sorte évidemment, de transfert d'inconscient, de transfert créatif entre les deux auteurs ou les trois auteurs qui sont dans la même pièce. Et c'est là où on rejoint cette question de qu'est-ce qu'on fait dans cette putain de pièce pendant parfois 1 an, parfois 2 ans. Bon, voilà, à 2, à 3, la plupart du temps à 2, on boit des cafés, on rigole, on discute des films qu'on a vus, on discute de nos vies, et on discute d'un objet qui est quand même une page blanche et qu'on est en train d'imaginer de bout en bout et de créer, de faire surgir. Pour arriver à des pages écrites, mais c'est-à-dire pour les écrire, il faut inventer des situations. Et les situations, on les lance comme des balles comme ça dans la pièce. Enfin, moi je parle de mon vécu, et je me dis, mais c'est quand même extraordinaire. On est payé mal et trop tard et tout ça, c'est un autre débat. Mais quand même, pour lancer des idées et voir qui la reprend et comment on la reprend. Et voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a quelque chose de ces idées-là lancées par l'auteur ou le co-auteur qui construit et que, je pense, le réalisateur prend et s'en imprègne, et si ça se passe bien, et le modifie. Moi, je crois très légèrement à la marge. C'est pas on n'est pas en train de... Mais en tout cas, on est ensemble dans une aventure particulière. Voilà, c'était mon témoignage. Et je voulais juste donner un tout petit peu encore la parole à Guillaume, parce que je pense que tu as cette particularité de faire partie des auteurs qui sont parfois à l'initiative de projets, ce dont parlait Marie Hénard dans la table précédente, et par la place que tu as eue, les succès que tu as rencontrés, tu peux le faire, et voilà, je voulais que tu en dises 2 mots. Et après, peut-être, on passe à la salle. Oui, la manière dont un projet se fait, il y en a, j'ai l'impression, à chaque fois, c'est un petit peu différent. Je pense que chaque film a sa personnalité, et chaque scénario aussi. Alors, c'est vrai que par exemple, Sampé, je l'avais rencontré en amont. Il avait été sollicité pour faire une adaptation de Raoul Taburin. Mais il y a plein de choses qui lui faisaient peur. Il voulait absolument une voix off parce qu'il dit que ses dessins en fait, n'ont de sens qu'avec la petite phrase écrite en dessous et que l'équivalent, c'est la voix off. Et évidemment, il aime beaucoup les films avec des voix off, comme chez Truffaut. Et il avait vu Amélie Poulain, et c'est parti de ça. Et donc, il y a eu un vrai travail en amont, sans réalisateur, donc ce qui est un cas de figure particulier, mais un auteur, puisque finalement, je me suis, comment dire, j'ai essayé de transformer en langage cinématographique ce qui faisait l'âme un petit peu de ce récit graphique de Sampé, et qui était déjà un travail avec un auteur, et le réalisateur est arrivé après coup. Là, j'ai un autre cas de figure aussi, qui est Antoine Duléry, qui est un acteur et qui en avait
un peu assez de jouer tout le temps camping ou des choses comme ça, et qui lui adore justement la comédie italienne. On revient à ça, Dino Rizzi, lui il adore Alberto Sordi, et je l'ai rencontré, on était dans tout simplement un festival, et puis en sympathisant comme ça, en parlant de beaucoup de choses, j'étais surpris de voir qu'il avait toute cette culture et enthousiasme et passion pour le métier d'acteur. Il m'a dit, mais tu veux pas m'écrire un rôle et qui soit un petit peu, on parle de toute la comédie italienne, etc. Et j'ai commencé à réfléchir et je lui ai proposé un personnage, une histoire. Et de fil en aiguille, on s'est vu régulièrement. Et au bout d'un moment, on s'est posé cette question, mais pourquoi tu ne le réaliserais pas toi-même? Il a mis un temps, puis finalement, il a acquiescé, on a trouvé un producteur, il va réaliser le film. Donc là, effectivement, je suis complètement à l'initiative du projet. Mais à l'arrivée, ça ne change pas grand-chose. Voilà, bon, pour clôturer ça, sinon je voudrais rebondir sur ce que tu disais avant, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, créer des rencontres, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire, mais le problème, c'est que pour que ça marche, il faut qu'il y ait une curiosité, donc un désir des gens. Et le problème, il est là, comment on peut amener les gens à avoir une vraie curiosité pour notre métier. Et je reviens à ça, il faudrait arriver à faire bouger quelque chose qui est de l'ordre d'une mentalité et d'une habitude prise qui est de nous dénier le statut d'auteur, je pense. Oui, je voulais juste rajouter un petit mot sur le problème que ça peut poser pour le renouvellement, en fait. Parce qu'évidemment qu'on prend notre pied à faire ce métier, mais le fait de ne pas être totalement reconnu artistiquement, le fait qu'on ne nous reconnaisse pas une œuvre, fait que quasiment à chaque projet, on repart de zéro, ce qui est sain d'une certaine façon, mais c'est extrêmement usant, en fait. C'est-à-dire que c'est la durée, être uniquement scénariste tout au long d'une carrière, c'est quand même, faut avoir les épaules solides. Et c'est vrai que les créateurs de séries, en tout cas, ont accès à une médiatisation, une reconnaissance plus forte, et c'est très bien. Ils sont encore très peu, mais c'est le début de quelque chose. Est-ce que ça va rejaillir sur le cinéma? En tout cas, moi, je me préoccupe plus du cinéma et de donner envie à des jeunes de faire ce métier de l'ombre par nature, qui est un métier à risque par nature, mais où ils peuvent trouver, comment dire, une petite lumière, une petite chance quand même d'exister par eux-mêmes et de pouvoir être à cet endroit-là de co-scénariste pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, et de pouvoir prendre les risques que ça incombe, c'est-à-dire aussi, parce que sinon il y a aussi un risque d'endogamie social du cinéma et culturel du cinéma français. On a besoin de gens qui viennent de partout, on a besoin de renouvellement des sujets, etc. Et voilà, il faut donc il y a une dialectique là, en fait. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà sur le terrain, s'ils sont un peu mieux reconnus, c'est pas qu'une question personnelle, c'est pour donner aussi envie aux autres de venir nous relayer, et voilà. Peut-être on donne la parole à la salle. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la... Oh, il y a plein de mains. Oula. Oh là là, oh là là. Alors, qui gère ça? Super. Vous en avez deux encore. Et là, il y a Pierre. Alors moi, j'en ai une très rapidement. D'ailleurs, c'est pas vraiment une question, c'est plus une suggestion à Thibaut Braque par rapport à ce que vous avez dit sur les résidences, ateliers, lectures. Voilà, moi je suis co-scénariste, je n'ai jamais réalisé, je ne veux pas réaliser. Et il m'est arrivé effectivement que les projets que j'ai coécrits soient sélectionnés dans ces résidences, ateliers, lectures, y compris à Angers. Et on m'a invité effectivement, mais jamais financièrement. C'est-à-dire qu'en gros, on me dit c'est bien si vous êtes là. Et bon, comme je travaille avec des gens avec qui je suis en collaboration étroite, ils insistent aussi pour que je sois là. Mais comme je suis une grande fille, je dis à la production, évidemment, vous payez. Sinon, c'est à moi que ça incomberait. Or là, je trouve que ça empêche réellement les co-auteurs d'accompagner les réalisateurs dans certains endroits. Les festivals, par exemple, mais même, je pense que les ateliers d'Angers, c'est pareil, c'est aux frais du co-auteur. Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'en fait, si on parle des lectures de scénario pendant le festival, là, c'est évidemment les frais du co-auteur sont pris en charge. Là, sur les ateliers, c'est sûr que les cas où en fait les co-auteurs sont co-réalisateurs, ils sont invités aussi. Les cas où les co-auteurs ne réalisent pas mais sont co-auteurs ou co-autrices, il y a cette possibilité où nous
Évidemment, on propose de prendre en charge éventuellement sur une durée, une chambre double, etc., pour rentrer dans les détails. Et puis après, il y a cette idée aussi de se dire, bah oui, quelle est l'économie en fait de notre structure aussi. C'est-à-dire que je comprends tout à fait, mais après, on parle aussi d'économie de bout de ficelle, où nous aussi, en fait, pour faire exister ça, déjà on prend en charge, on prenait, moi j'y travaillais plus, mais tous les voyages et tout le séjour et la rémunération des intervenants, voilà, à notre charge aussi, et que c'est sûr que c'est principalement une question de budget, parce que sinon on serait tout à fait heureux d'inviter systématiquement tous les co-auteurs, toutes les personnes qui ont participé au projet, etc. Et c'est vrai que c'est une vraie question par rapport aussi aux producteurs, parce que quand ça s'est passé, c'était parfois dans une bonne entente entre partage des coûts entre le producteur et les ateliers. Mais ça demande aussi d'avoir des producteurs qui sont enclins à ça, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça demande aussi d'avoir un réalisateur, une réalisatrice scénariste qui défend aussi cette position. En tout cas, nous, on n'a jamais été vraiment fermé à ça non plus, c'est vrai. Mais après, on en revient à une question d'argent, quoi, de budget. Mais je suis tout à fait d'accord. Oui. Bonjour. En fait, je vais être rapide. Je me disais, en fait, en vous écoutant, que c'est peut-être pas une question de sortir forcément de l'ombre ou d'opposer l'ombre à la lumière pour les scénaristes, mais peut-être de montrer ce que les scénaristes font. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai fait la Fémis, un atelier scénario, puis je viens du théâtre, en fait. Donc, je me disais peut-être... Les auteurs de théâtre, par exemple, prendre l'exemple sur eux, c'est que eux, ils n'ont pas le choix. Ils doivent à un moment montrer ce qu'ils écrivent. Et c'est-à-dire j'ai eu l'occasion de voir des auteurs de théâtre lire leurs pièces. C'est vraiment formidable. Et j'ai eu petitement, mais très peu, l'occasion de voir des scénaristes lire leurs scénarios. Et ils savent très bien lire leurs scénarios aussi, en fait. Et peut-être ça, par rapport aux actions possibles à faire, c'est voir des scénaristes qui lisent leur matière, je trouve que c'est très... il y a quelque chose de très vivant, en fait, qui raconte la démarche derrière. Et peut-être... Enfin, je sais pas. Vous pourriez lire vos scénarios, donc. Excusez-moi. Oui. Je suis Juliette Salle, je suis scénariste et je dois dire que j'ai été un petit peu troublée d'entendre des scénaristes dire que le travail du monteur était un travail d'auteur un peu au même titre que celui de scénariste. Je précise que je me suis toujours très bien entendue avec les monteurs et les monteuses des films sur lesquels j'ai travaillé. Mais j'ai l'impression que le travail du scénariste est un travail qui part de la page blanche, qui est un travail qui dure beaucoup plus longtemps, qui est beaucoup plus profond en termes d'écriture, et que le scénariste est le véritable auteur du film avec le metteur en scène, plus que le monteur quand même. Voilà. Et en entendant ça, et en voyant que personne dans ce panel ne réagissait, je me dis parfois qu'on est presque nous-mêmes nos pires ennemis. C'est-à-dire, je pense qu'il faut qu'on soit fier d'être scénariste, fier d'être des auteurs, et qu'il y a beaucoup d'autres gens qui participent à la fabrication d'un film et qui participent aussi de manière artistique, mais c'est nous les auteurs, voilà, avec le réalisateur. Donc, comme ça, c'est précisément pour moi. Du coup, je vous réponds. J'ai pas dit, vous déformez un tout petit peu mes propos, parce que j'ai pas du tout dit que les monteurs étaient auteurs du film. J'ai dit que moi, je me reconnaissais pas dans la phrase qui est dans l'intitulé de la table ronde sur le fait que les scénaristes seraient particulièrement plus oubliés de la photo de famille que les autres. Et dans le cas précis de la critique, puisqu'on est sur la question des médias, je notais que, à mon sens, les monteurs sont encore plus oubliés dans les critiques que les scénaristes. Et donc, pour citer l'exemple très précis des 2 derniers films que j'ai coécrits avec Catherine Corsini, il se trouve que dans la presse, à 2 reprises, pour les 2 films, j'ai eu à plusieurs reprises mon nom cité.
le nom du monteur, qui est le même sur les deux films et qui a, je pense, une étroitesse de collaboration avec Catherine, comme je peux avoir avec elle, n'a jamais été cité. Donc c'était ça précisément que je disais. Et par ailleurs, je disais que effectivement, plus que le terme d'écrivain de cinéma qui a été employé, moi j'ai plus l'impression qu'on est des monteurs en écriture ou des monteurs d'écriture. Voilà. J'ai pas dit que les monteurs étaient les auteurs du film, mais voilà. D'accord, merci. Je pense juste qu'il y a deux écoles. Enfin, après, je vais laisser la parole. Mais c'est intéressant, c'est de faire de monteur en écriture où voilà, il y a vraiment à l'intérieur même de nous, les auteurs, scénaristes. Voilà, c'est intéressant d'entendre ta parole parce qu'effectivement, on se positionne, je pense, différemment selon les films et possiblement aussi notre personnalité. Mais justement, je veux rebondir là-dessus parce que, encore une fois, comme tu as été diplômé réalisation, et puis tu me disais au téléphone quand on a préparé qu'à un moment, en fait, tu as fait le choix de passer à l'écriture. Est-ce qu'il y a eu, du coup, tu as tout de suite baissé ton niveau de reconnaissance, d'attente, de reconnaissance artistique et médiatique? Ce que je veux dire, c'est que pour toi, c'était évident que, en étant seulement scénariste, t'attendais pas la même reconnaissance, la même visibilité? D'une certaine façon, enfin, c'est bizarre de présenter ça en termes de baisser ses exigences en termes de reconnaissance. Je le dirais même pas comme ça. Je dirais que je crois qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'avais pas l'ego nécessaire pour être réalisatrice, alors que c'était ce dont j'avais la formation. Enfin, que j'avais pas. Alors, il y a deux choses. Que je pense que je n'avais pas l'ego suffisant pour ça, et que je n'avais pas non plus l'endurance nécessaire pour ça. C'est-à-dire que porter un projet de premier long sur 5 ans, moi, ça m'emmerdait assez sérieusement. Et on a beaucoup dit donc un projet qu'un travail d'écriture de scénario, c'était long, ça pouvait prendre 1 an, 2 ans, etc. À l'inverse, je trouve que c'est important de dire que quand on est en scénario, on peut être sur plusieurs projets en même temps et travailler, et pas seulement pour des questions économiques, des fois vraiment par choix et parce que c'est un plaisir, etc. Et travailler avec 2 ou 3 réalisateurs complètement différents, dans des univers différents, etc., en l'espace de 1 an et demi, 2 ans, alors qu'on aurait mis le double à faire un premier film. Moi, j'avoue que ça me convient très bien. Et donc, c'est vrai que sur le côté, on serait nos meilleurs ennemis, etc. Moi, c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis, mais si on veut absolument être devant, effectivement, il faut être réel à ce moment-là. Enfin, Oui, alors, pour rebondir sur ce que dit Juliette, moi, je suis assez... non, mais je parlais de Juliette, là. Pardon, Laurette. Oui, l'intitulé, c'est le déficit de reconnaissance en tant qu'auteur. Voilà, on parle de ça, des scénaristes. Et effectivement, on ne parle pas beaucoup des monteurs, mais ce n'est pas comparable, parce qu'ils n'ont pas ce statut d'auteur. Nous, on parlait de ce déficit de reconnaissance en tant qu'auteur du film. Et puis, il n'y a pas qu'une histoire de non cités. En fait, les noms, ils sont effectivement, on part de loin, mais ils sont de plus en plus cités. Est-ce que tu as eu beaucoup, par exemple, d'articles sur le travail d'écriture, quoi, vraiment, ou avec Catherine, mais où vous aviez 4-5 pages pour expliquer comment se travaille. Enfin, est-ce qu'il y a une curiosité, tu as ressenti une curiosité sur le travail lui-même? Alors que paradoxalement, en fait, des fois, les monteurs ou les chefs-op ont des vraies interviews techniques de fond sur leur travail, en fait. Et nous, il y en a très peu, en fait. Je sais pas. Enfin, de toute façon, j'ai l'impression que non, mais je sais plus trop quoi dire parce que j'ai l'impression que tout le monde va vraiment vachement dans le même sens. Donc non, effectivement, mais à la limite, Catherine n'a pas eu non plus un entretien de 2 pages sur la question de sa direction d'acteur. Enfin, je sais pas. C'est la critique, elle est toujours assez synthétique quand même. Donc je sais pas. Retour à la salle. Oui, j'ai une réflexion sur ce débat. Je suis ici. Je suis d'une autre génération. Il y a une chose que vous oubliez, c'est la nouvelle vague qui a fracassé le monde des scénaristes. Mais fracassé de chez fracassé. Entraînant une bipolarisation du cinéma français, avec d'un côté, comme on disait, Duras, et de l'autre côté, De Funès. Ça, c'est la première chose, et je pense que c'est la queue de la comète, elle n'est pas encore atteinte de cette nouvelle vague.
Deuxième point, j'ai été pendant 10 ans le délégué général de la Semaine de la critique à Cannes. Il m'est arrivé parfois de présenter au dernier moment des films qui étaient en copie-travail. On n'était pas dans le numérique, bien sûr, on était sur le support acétate. Donc une copie-travail, il y a des amorces, il y a du noir et blanc. C'était infernal avec ma commission, qui n'était composée que de critiques, bien sûr. Et moi-même, j'étais critique. Mais c'était infernal avec eux parce qu'ils n'arrivaient pas à lire un film. Ils ne connaissaient absolument pas le cinéma. Les critiques ne connaissent pas le cinéma. Ils connaissent les films qu'ils voient en projection privée avec des attachés de presse qui leur soufflent dans les oreilles ce qu'il faut pratiquement dire. Voilà. Mais je peux dire ce que je pense. Mais je reconnais qu'en tant que lecteur, maintenant, je n'écris plus, bien sûr, je reconnais que les critiques mensuelles, j'en citerai pas ni l'un ni l'autre, commencent à s'intéresser, on voit apparaître dans la critique, qui n'est pas une critique serrée, mais on commence à voir des articles avec les mentions de scénarios, et c'est pas un mot sale de dire scénario maintenant. Ça l'était il y a un certain temps, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça. C'était un gros mot. Scénario était un gros mot. On parlait, vous avez cité des références de Kestenberg. Monsieur Assayas parlait par exemple du secrétaire, le scénariste étant le secrétaire du réalisateur. Il ne faut pas l'oublier, tout ça. Donc c'est ça qui a entraîné ce rejet, à mon sens, le rejet du scénariste. Désolé. Quelqu'un veut rebondir ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. À travers les échanges de ce matin, le livre que vous publiez, le rapport du CNC SACD d'il y a 2 jours, on fait un certain nombre de constats qui sont réels et un petit peu tristes. Maintenant, je pense qu'il faut aussi aller au-delà du constat qui est nécessaire et qu'il faut aller dans l'action. On a évoqué certaines pistes qui sont intéressantes, il y en a sans doute d'autres. Après, il y a aussi, je pense, des choses qui sont concrètes et simples. Je rebondis sur ce qu'a dit monsieur. Commencez déjà dans les médias pour arrêter de se gargariser sur la nouvelle vague. C'est un genre de cinéma, ce n'est pas le seul. D'accord ? Donc déjà, si on arrêtait ça, ça serait, je pense, pas mal. Ensuite, après, il y a des choses toutes simples. Qu'on n'ait tout simplement plus le droit d'écrire sur les affiches ou autres un film de et réalisateur. Un film réalisé par, écrit par exemple, ça c'est tout simple. Que dans les avant-premières, les présentations au festival, les différents moments et endroits où le film est présenté, que systématiquement, on propose au scénariste d'être présent. Après, il veut ou il veut pas, mais qu'au moins on lui propose et que ça, ce soit contractuellement mis, écrit. Mais pour obtenir ce genre de choses-là, à mon avis, il y a une chose fondamentale, il faut se rassembler. Aujourd'hui, on a un certain nombre de syndicats, on a des associations, mais qui chacun rassemble 200, 300 personnes. Mais si toutes se mettaient ensemble pour parler d'une seule voix, forcément cette voix-là porterait autrement plus. Il ne s'agit pas de changer le rapport de force, juste de le rééquilibrer et qu'il soit plus juste. Alors je pense qu'au cours de ces 2 journées, il y aura des représentants de ces syndicats, de ces associations, mais qu'attendez-vous pour vous retrouver, pour vous parler et essayer de voir comment une forme de fédération, se rassembler. Il y a quelques mois, il y a une initiative, je pense que tout le monde en a entendu parler, c'est la Ligue des auteurs qui se rapporte à l'écrit, que ce soit les romans et les BD. Et c'est en train de prendre vraiment en quelques mois. Je veux dire, qu'est-ce qu'on attend pour essayer de faire pareil ? Voilà. On n'est pas si peu rassemblés que ça quand même. Il y a un énorme, depuis 10-15 ans, il y a à nouveau du collectif qui existe entre les scénaristes. Via la guilde historiquement. Nous, après, voilà, là, nous on est sur effectivement une association qui s'appelle le SCA, mais on se parle ensemble, on travaille ensemble. Les scénaristes ont à nouveau une place autour dans les négociations interprofessionnelles vis-à-vis des syndicats de producteurs, de réalisateurs, etc. Donc, voilà, c'est à l'œuvre, ça va sans doute pas assez vite, ça va, voilà, mais on n'est pas si...
on part de loin. Hein. Il y a 10-15 ans, on était tous chacun de notre côté, etc. Tandis que là, il y a un élan. Après, être ensemble pour faire quoi, en fait. Après, il y a un moment, c'est aussi... il y a des choix qui peuvent être différents, ou qui peuvent être compatibles à certains endroits et pas à d'autres. Enfin, voilà, il faut continuer à avancer ensemble et réfléchir ensemble. Moi, j'avais juste une... Tout le monde a bien entendu. Je voulais juste rebondir sur une ou deux petites choses parce qu'on est en train de parler aussi de solutions. Et alors j'ai vu qu'il allait y avoir des intervenants aussi de la FEMIS. Moi hier, dans un cadre tout à fait de retour sur des films d'étudiants de troisième année, j'étais là-bas. Et il y a souvent cette question en fait qui revient parce que je pense que ce qui est important aussi, c'est la formation. Je parlais tout à l'heure, de cette prévalence en France qui fait à la fois la force, je pense, du modèle français et de l'auteur-réalisateur. Mais en même temps, qui est un petit peu trop présent peut-être et qui, évidemment, met dans l'ombre aussi les métiers de scénariste et tous les métiers aussi de création, de collaboration technique qui participent à la création d'un film. Et du coup, en tout cas, c'est quelque chose dont on parlait, nous, souvent, parfois en programmation, dont les gens parlent un petit peu aussi dans l'ombre, etc. Mais je pense qu'au niveau de la formation, je me demande même s'il ne faudrait pas imaginer une réforme complète aussi, par exemple, de l'école de la FEMIS. Je ne sais pas si la section aujourd'hui réalisation de la FEMIS est à ce point importante. En réalité, on pourrait... Parce que quand on regarde les films... Non, mais pardon, mais quand on regarde les films... Alors, il y a des gens, il y a des réalisateurs, réalisatrices qui en sortent. Mais quand on regarde les films ces dernières années, principalement, j'ai pas de pourcentage en tête, mais qui sortent, qui circulent, qui se font, la plupart des personnes viennent de scénarios, viennent de l'image, viennent du montage, etc. Et donc, je pense que évidemment, avoir une spécialisation à un moment donné, réalisation sur les dernières années, c'est intéressant, mais je pense que ce qui serait intéressant, c'est peut-être d'avoir 1 ou 2 années, au début c'est 6 mois, mais d'avoir 1 année ou 2, où en fait, tout le monde travaille aussi, passe à tous les postes, et puis après on se spécialise, après on en discute. Ça fait partie d'une formation où on pense plus le collectif que le rapport pyramidal au film et à l'auteur-réalisateur, par exemple. Moi j'ai une petite question. Je suis d'accord que finalement, j'y connais rien, mais j'ai l'impression de constater comme vous que ces 10-15 dernières années, il y a plus de fédéralisation qui se fait. Mais j'aimerais m'adresser tout particulièrement à Anne-Louise et Guillaume, qui ont raconté tous deux donc, des événements. Toi, Guillaume, c'était un moment où on t'a retenu avant les marches, on t'a dit non, c'est l'équipe artistique. Toi, Anne-Louise, c'était un repas de pro où quelque part... on a fini par te dire non mais t'es pas auteur et plus tout ce que je vois, je suis un peu nouveau donc je vous dis juste rapidement ma vision, plus tout ce que je vois par exemple notamment toutes les semaines de la part de la guilde des scénaristes qui montrent des injustices, que ce soit en termes de salaire, de délai, de toutes ces choses là, et donc oui il y a une fédération qui est faite, etc. Et ce que je me demande c'est pourquoi vous faites pas grève en fait. C'est très étrange pour moi parce que j'ai l'impression qu'en France, on a quand même une culture de la mobilisation qui est beaucoup plus importante qu'aux États-Unis. Et aux États-Unis, ils sont extrêmement puissants parce qu'à un moment, ils font tous grève. On a tous entendu parler de ces grèves monumentales des scénaristes aux États-Unis. Et en France, j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout. Et donc, je voulais vous demander pourquoi. Et aussi vous dire, tous ces petits moments où vous acceptez en fait, d'être un petit peu comme ça, soit au milieu, soit tout simplement des injustices, si on ne fait pas part de l'ego, en fait, vous mettez la génération suivante dans la merde. Voilà. Mais donc ma question principale, c'est vraiment ça. C'est que je suis pas dans le jugement. En fait, la grève, en France, elle aura un impact que sur les quotidiennes, en fait. Si on bloquait toutes les séries quotidiennes, parce que là, il y a une telle rapidité sur le cinéma, ils mettraient d'autres gens à notre place. Si ça se trouve, pendant quelques années, on verrait pas trop la différence. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Non mais. Une grève du zèle, c'est intéressant. Mais très concrètement, il faut peut-être vous dire aussi que aux États-Unis, tous les scénaristes sont forcément membres de ce syndicat, pour signer, ils doivent y appartenir. Oui, puis c'est une société de perception. Par ailleurs, qui est une société de perception, c'est-à-dire qui est à la fois syndicat et SACD, pour dire un peu de façon simpliste. Mais donc extrêmement puissant. Donc évidemment, ils ont très concrètement du coup une force de frappe, puisque tous les scénaristes y sont. Et lorsqu'ils se sont mis en grève, c'est aussi sur des points économiques d'ailleurs très précis et
je veux dire, ça n'est pas totalement impossible que nous y pensions à un moment, une forme d'action. Je ne sais pas si c'est la grève, mais ce sera probablement pas sur des questions de reconnaissance. La question de la reconnaissance du travail, de qui nous sommes, sont des questions importantes de fond dont on doit débattre. Mais après, il y a évidemment des points précis qui sont des questions de statut, qui sont des questions de retraite, qui sont des questions de contrat, qui sont des questions d'indexation, dont on va parler d'ailleurs cet après-midi, demain. Restez, je vous fais le pitch, restez avec nous. Et sur lesquels peut-être il faudra un jour se réunir et agir. Ça, c'est pas impossible. Alors, je rebondis sur un truc. Il y a une action qu'on pourrait faire, peut-être, c'est bloquer le festival de Cannes. Par exemple, on engage un hacker qui arrive à rentrer qui empêche toutes les projections, et on refait un putsch des scénaristes comme la Nouvelle Vague l'avait fait à l'époque avec les réalisateurs. C'est une bonne idée, ça, non? Oui, en fait, je voulais juste répondre à Thibaut parce qu'en fait, je travaille à FEMIS, donc je suis un petit peu au courant de ce qui s'y passe. La question du départementalisation est une question qui est posée depuis fort longtemps à la FEMIS et qui est actuellement vraiment sur la table. Donc, j'imagine que si tu es intervenu hier à la FEMIS, tu as eu écho des débats qui peuvent avoir lieu en ce moment. Donc voilà, ça c'est une première chose. Et puis, puisqu'on a parlé de formation des critiques et tout ça, je voulais aussi vous annoncer qu'il y a une formation en gestation actuellement pour former à la critique de cinéma. Donc voilà, peut-être que ça va pouvoir aider aussi à prendre conscience de la place du scénario dans l'écriture des films. Et voilà, et en termes de formation, on fait aussi une formation en expertise de scénario. On essaye de répondre aux attentes aujourd'hui, modestement, mais... Voilà. Et Claude Mourieras, qui était là dans le coin tout à l'heure et qui dirige la Ciné Fondation, en fait, il n'y a pas de section. Ciné-Fabrique. Il n'y a pas de section réalisation, en l'occurrence, par exemple. Ils ont fait ce choix-là. Mais la question de la réalisation, enfin bon, moi, ça fait 25 ans que je suis à la FEMIS, ça fait 25 ans qu'on en parle. Mais bon, là, le mouvement, la machine est en route, donc on peut imaginer que quelque chose se passe. Voilà, je ne sais pas. Il y a une question ici. Oui, bon, rebonjour. Je pense que la question de la nouvelle vague est quand même une question importante parce que c'est celle qui fait que le cinéaste devient la seule personne légitime artistiquement par rapport à un film. Et par exemple, remarquez qu'on cite les scénaristes des films quand ils sont réalisateurs. Assez régulièrement. Donc c'est pas qu'il y a un problème à pas citer le réalisateur, à pas citer le scénariste, c'est qu'on n'existe sur un film que le réalisateur. Et tout concourt à ça, malheureusement. Parce que c'est très fatigant. Et c'est aussi sclérosant. Parce qu'à un moment donné, il y a aussi un vrai... sur le débat artistique, sur l'idée qu'un film est d'abord une œuvre commune, ça tue ça dans l'œuf. Enfin, je pense, historiquement, ça a eu un moment très fort. Et d'ailleurs, c'est un peu... J'aimerais bien que Xavier puisse en parler un petit peu avec le recul comme ça sur la place avec qui on dialogue sur un film dans la critique, dans le débat culturel. Par rapport à est-ce que c'est uniquement réalisateur et comment ça se fait? Mais ce n'était pas ma seule question. Je pense aussi que ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, les critiques ne voient plus le travail de scénario. Parce qu'ils ne le voient plus, parce qu'ils n'ont plus à le voir. Avant, il y avait une tradition dans les critiques qui était de faire le récit. Si vous lisez la tradition des critiques jusque dans les années 70-80, un tiers de la critique était toujours une lecture du récit. Et ça, c'est plus du tout obligatoire. Ce qui est effacé aussi, sur les citations des photos dans les articles, le nom des comédiens a disparu. Ce n'est plus du tout l'usage. Alors que c'est quand même le comédien qui est à l'image. C'est-à-dire qu'il y a un droit qui s'est effacé aussi, etc. Et je pense que moi, la seule voie c'est l'honnêteté des metteurs en scène, des réalisateurs, à répondre lors des projections, dans les entretiens, sur le point d'origine du film, sur dire il y a eu un temps d'écriture. Je pense que c'est là vraiment, je dis vous parce que vous acceptez des choses qui sont inacceptables au quotidien. Et à un moment donné, c'est pas une grève qu'il faut faire, c'est ne plus répondre, ne plus prendre le travail dans ces conditions-là.
Alors c'est violent, effectivement c'est violent, mais c'est des mauvaises manières. Et par rapport aux mauvaises manières, il n'y a qu'une chose à dire, c'est ne pas les perdurer. Je pense que beaucoup voient ce que je veux dire sur effectivement la goujaterie qui va jusqu'à la malhonnêteté financière, parce qu'on n'a pas parlé aussi de la question des droits d'auteur à la SACD, où il y a aussi des questions qui se posent. Alors, sur cette question du seul cinéaste qui a la responsabilité artistique, je pense que peut-être qu'on peut en parler. Mais j'ai l'impression que toutes ces images un petit peu faites et ces idées un peu reçues sont tellement contredites par énormément d'articles que je peux lire, de camarades qui l'ont écrit, je ne parle même pas de moi, que j'ai l'impression qu'elles n'existent plus vraiment. Mais puisqu'elles persistent, c'est qu'elles ont certainement une raison d'être ou une certaine forme de vérité. Alors pour l'iconographie, ça j'y suis pour rien. Aucun journaliste n'est responsable malheureusement des crédits qui sont imposés à la photo, puisque ça c'est de la responsabilité de l'icono, d'un journal qui choisit ou qui ne choisit pas. Encore une fois, moi j'ai le plaisir de collaborer à une revue qui vient de naître, qui s'appelle La 7e Obsession, bimestrielle, qui a 3 ans. Il me semble que vraiment on fait attention au scénario, on fait attention au montage, on fait attention à la manière dont tout ça va avoir une synergie, mais parce que nous avons de la place. Je ne vais pas jeter non plus la pierre à tous mes petits camarades qui ne l'ont plus, cette place, et c'est effectivement tragique, c'est désespéré, c'est désespérant, mais voilà, donc de temps en temps, on est obligé de mettre en avant, quand Laurette tout à l'heure parlait des intentions presque de montage au scénario, de temps en temps, oui, on essaye de les voir. J'en parle avec Philippe Faucon, par exemple, régulièrement, parce que je trouve qu'il y a un travail justement de précision et de minutie. Donc, il me semble que tout ça, on essaye d'y faire attention, quelle que soit la génération, les vieux comme les jeunes. Quand monsieur disait qu'aucun critique ne savait voir un film, c'est assez désobligeant pour Michel Simon ou Daniel Eman, mais bon, je leur retransmettrai avec bonheur. Je crois qu'on sait quand même de temps en temps regarder un film, mal sans doute en se trompant, bien évidemment, ça c'est une certitude. Mais essayer, à un moment ou à un autre, Oui, bien sûr, le cinéaste, c'est notre interlocuteur premier, mais je crois que de moins en moins, c'est le seul et l'unique. Je me fous un tout petit peu de savoir si les ravages qu'a pu faire la nouvelle vague. Je n'y étais pas encore, Thibaut, contrairement à ce que tu peux penser, je suis arrivé un peu après. Mais encore une fois, si on aime le cinéma, on ne va pas s'arrêter à une vague quelconque, nouvelle ou ancienne. Tout est intéressant, évidemment. Tout fait sens dans l'histoire et dans l'amour qu'on peut avoir pour le cinéma. Voilà. Mais je ne crois pas qu'il y ait cette idée que nous nous arrêtons uniquement au metteur en scène, même si effectivement, il y a de moins en moins de place, il y a de moins en moins de pages, il y a de plus en plus de films. Donc les traiter, c'est obligatoirement, effectivement, aller à une raréfaction peut-être des gens rencontrés. Mais pour autant, je ne crois pas qu'on les ignore plus qu'avant. Et pour le récit... En fait, la question, après je laisse le micro, mais la question est vraiment pourquoi le statut d'auteur, on l'a au scénario. Il existe, donc on ne va pas en parler. Ça devrait être automatique qu'à partir du moment où on parle d'un film, on cite les auteurs, et il faudrait même pousser jusqu'au 3e auteur, qui est le compositeur de la musique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un lieu, c'est-à-dire le lieu qui a été évoqué, qui est le lieu de fondation. La fondation du propos, la fondation du langage esthétique, la fondation du langage dramatique, ce lieu-là, il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Alors qu'il y a le livret en opéra, alors qu'il y a l'auteur de la pièce. Il n'existe que quand la personne est un écrivain, est un cinéaste, s'il y a une légitimité qui s'est construite ailleurs que dans ce lieu. Donc ça veut bien dire que ce lieu-là n'a pas de fondation d'auteur profonde, de légitimité artistique au sens fort, sauf sur des auteurs puissants qui, à force, puissants au sens où ils ont eu le temps de développer une cinématographie ou de peser sur la cinématographie de leur temps. Je pense à Jean-Claude Carrière, Gérard Braque, même Francis Weber dans le genre de la comédie, qui ont laissé une place dans la cinématographie. Mais de soi, ce lieu n'existe pas. Qu'il y ait des carences, bien évidemment, je vais vous donner raison, mais il y a quand même l'avant-scène cinéma qui renaît de ses cendres et qui fait un très bon boulot éditorial. C'est pas le scénario, l'avant-scène. C'est le scénario du film, c'est pas le scénario. Parfois, il y a les deux. Hein. C'est toujours c'est pas le scénario. C'est la transcription par l'écrit du film.
Une dernière question, je crois. J'adorerais avoir une solution à vous proposer et pouvoir. Ouais. Mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est ce que je disais au début. C'est comment, ne sachant pas à quoi ressemblait le scénario au début, je peux lui imputer un quelconque ratage ou une quelconque réussite, en sachant quand même si je ne sais pas regarder un film, par toutes les étapes par lesquelles il est passé. Donc c'est. Mais nous sommes entièrement d'accord. Mais donnez-nous alors une presse qui marche, 50 pages supplémentaires. On essaie de faire avec ce qu'on a quand même, malheureusement. Merci. Oui, merci. Alors c'est vrai qu'il y a une chose, par exemple, c'est que en parlant avec des on est en train de déborder. En parlant avec des journalistes, c'est que parfois ils disent mais vous n'êtes même pas dans le dossier de presse. Et c'est vrai que ça arrive aussi. Donc le problème arrive en amont. Mais quand on y est, parfois, on n'est même pas cité. Et finalement, on demande, même sans faire un sort complet, parce qu'on sait que l'espace est très réduit, ne serait-ce que citer le nom. Parfois, il y a des énormités. Le nom du scénariste n'est même pas prononcé. Mais ça, c'est le distributeur et le producteur, malheureusement, qui ont... Il y a une dernière question. C'est là où il faut aussi qu'on puisse agir, c'est-à-dire que l'histoire du dossier de presse, c'est important. Il faut que s'il y a des jeunes scénaristes ici... il faut d'ailleurs, si possible, le mettre dans le contrat ou en tout cas être très attentif quelques mois avant la sortie, être en contact avec le distributeur via l'agent et bien vérifier qu'il y a, si possible, une petite biographie, encore mieux un entretien, mais de notre travail. C'est-à-dire que la première des choses, c'est effectivement de donner les éléments à la presse. Et même là, on ne les donne pas la plupart du temps. C'est-à-dire que si nous, on n'est pas offensif, alors on est déjà sur d'autres films, enfin, c'est très compliqué. Oui. Tout à fait, production et distribution. On aurait dû faire un débat sur la reconnaissance, je trouve. Alors, mais juste, parce que, dernière question, juste ce qu'a dit M. Scholler, qui est très important, parce qu'en plus, je crois que ce n'est pas un service à rendre aux réalisateurs de les laisser seuls à ce point. Voilà. Alors, juste pour une toute petite conclusion, avec le mot scénariste, l'anagramme, c'est résistance. Et voilà, donc on est... Oui, bah alors du coup, s'il y a le temps, hein, sinon c'est pas grave. Moi j'ai l'impression que ce système qu'on... Ça va, vous m'entendez ? Ce système qu'on a décrit depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il est tellement pervers qu'il finit par se retourner même contre les réalisateurs eux-mêmes. Puisque moi, dans ma génération, il y a beaucoup de réalisateurs qui aimeraient réaliser sans écrire. Et en fait, ils osent pas le dire parce qu'ils passent pour des tâcherons quand ils veulent faire ça. Et du coup, moi, ça m'est arrivé d'écrire en tant que scénariste et d'essayer de financer avec un ou une réalisateur qui accompagne le projet, mais en tant que réalisateur-réalisatrice, point. Et ça, au niveau des commissions, ça passe pas du tout. C'est-à-dire qu'ils nous disent qui est l'auteur du film. Et moi, je réponds, il y a une scénariste qui écrit, une réalisatrice qui réalise. Ça, c'est mal entendu. Et les cases, des fois, elles n'existent même pas sur les dossiers de financement. C'est-à-dire que, par exemple, la contrib du CNC pour les courts-métrages, il n'y a pas de case séparée scénariste-réalisateur. C'est-à-dire que c'est forcément la même personne. Or, dans les autres pays, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont cette force de frappe quand ils font grève, c'est qu'ils ont cette place, en fait, quoi. Et là, je rejoins complètement ce qui a été dit par quelqu'un au rang derrière tout à l'heure, c'est avec quand même le crédit écrit par et réalisé par, une partie des problèmes serait certainement résolue. Et moi, je dis tout ça pas du tout pour minimiser la place de la mise en scène. Elle est énorme, la place de la mise en scène. Mais justement, en la créditant comme telle, réalisé par, c'est déjà énorme, en fait, quoi. Et oui, parfois, ça va être la même personne, parfois, c'est plusieurs personnes. Et j'ai l'impression que les réalisateurs, ils gagneraient à avoir cette liberté-là aussi, à ne pas toujours devoir écrire quand ils n'ont juste pas envie de le faire. Ça crée des fois des sessions d'écriture qui durent pendant 10 ans, parce que pour eux, c'est une horreur d'écrire quand ils n'aiment pas ça, en fait, quoi. Et pourtant, ils se sentent obligés. Alors du coup, sous forme de questions, ça donne, pour les scénaristes qui ont une expérience beaucoup plus longue que la mienne, est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui va être amené à évoluer ? Est-ce que c'est quelque chose que même vous défendriez ? Ou est-ce que pour vous, ça doit forcément rester quand même l'apanage d'un auteur-réalisateur ? Ou est-ce que c'est bien que ça circule aussi comme ça ? Voilà. Ouais, très rapidement, c'est vrai que nous... On est une génération assez spontanément. Enfin, je pense que si on s'est mis au scénario, c'est pour travailler avec des réalisateurs, en fait. Mais on est conscient qu'il y a une aspiration de plus en plus forte. On essaye
le défendre, même si on pratique pas, en fait, quoi. Et c'est très compliqué. C'est une question qui a déjà été posée à la table ronde avant. Il va falloir continuer à la poser pendant ces 2 jours. Voilà, il y a vraiment sans doute qu'il y a des choses à trouver. La génération de réalisateurs avec lesquels je travaille, ils auraient jamais dit ça il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, je les entends dire, mais comme Pierre, tu disais tout à l'heure, c'est j'aimerais recevoir un scénario déjà écrit, etc. Après, ils ne trouvent jamais le scénario qu'ils trouvent grâce à leurs yeux. Je pense qu'il y a encore des blocages, c'est compliqué. Et puis, le scénario déjà écrit ne trouve pas forcément place dans leur calendrier, y compris mental, en fait, parce qu'ils sont déjà projetés sur des sujets dont ils sont à la source. Il faut trouver la place pour ça. Ça se développe même dans les chiffres, petit à petit, mais ça part de très bas, quoi. C'est-à-dire... c'est 5 ou 10% des projets qui sont entièrement écrits par des scénaristes et qui sont réalisés. Mais c'est évident que là, il y a un jeu à ouvrir pour les générations à venir. Juste, je voudrais ajouter, Olivier, c'est pour répondre à votre question. Anecdote, je ne sais pas si anecdote c'est le mot, en tout cas un témoignage personnel, pour dire à quel point il y a un problème culturel, et c'est très important qu'on secoue ça. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé d'écrire un projet il y a quelques années pour un réalisateur qui n'a pas écrit, qui n'écrit pas et qui n'a pas a priori de problème, enfin je ne sais pas d'ailleurs, mais en tout cas, mais néanmoins au moment où le scénario est arrivé, bon, il a lu, comme il a accompagné l'écriture en tant que réalisateur, comme un grand nombre de réalisateurs américains ou anglo-saxons, comme Ken Loach le dit d'ailleurs dans son travail avec Laverty, il est très présent, il lit les étapes, il ne signe pas Ken Loach. C'est justement directed by Ken Loach et written by Paul Laverty. Par ailleurs, ce réalisateur français pour qui j'ai écrit m'a demandé à la fin de pouvoir mettre son nom en deuxième. Il m'a juste laissé parce que sinon il ne serait pas légitime au financement. Et c'est là où le système est très compliqué. Et moi, j'étais plus débutante et plus bien élevée, pour reprendre ce que disait Pierre. C'est-à-dire que, du coup, je me suis dit, ah oui, il faut que le film se fasse, effectivement. Donc si moi, toute seule auteur, et lui étant en plus premier film, donc réalisateur premier film, pas légitime non plus, alors le film ne se fera pas, donc ok, j'ai accepté quelque chose que je n'aurais pas dû accepter. Et on rentre dans quelque chose, et c'est là où on n'a pas rendu service, effectivement, et donc j'ai décidé d'arrêter d'être bien élevée. Merci Pierre de m'en donner l'autorisation. C'est-à-dire que maintenant, je n'accepterai plus ça. Mais pas seulement parce que j'ai un peu plus de je sais pas quoi, de poids, de métier. C'est juste qu'à un moment, il faut juste arrêter d'accepter ce genre de choses qui sont effectivement profondément injustes parce que fausses, tout simplement. C'est pas un problème de lumière, de je ne sais quoi, de projecteur, de médias. C'est un problème que c'est faux. Et donc que ça a été écrit par moi pendant 1 an, 9 mois, 12 mois, 15 mois, on s'en fout. Et donc il n'y a aucune raison que ce nom soit accompagné par celui du réalisateur s'il n'a pas écrit. Voilà. Voilà, pardon de terminer sur cette petite colère. Mais non, c'était... Voilà. Parfait. Merci à tous les intervenants. Merci beaucoup.